Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Kebdo, un épisode spécial Noël. Vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas pour ceux qui sont avec nous sur YouTube. L'équipe est au complète aujourd'hui. Alors, je ne vais pas pouvoir dire bonjour à chacun de manière, chacun son tour, parce que sinon on en a déjà pour 3 heures de podcast. Mais voilà, vous avez Amine, Ben, Constant, Gabin, Ilias, Madiane et Tom. Nous sommes au complet aujourd'hui. Pour donc un épisode un peu particulier, on va un peu s'éloigner des terrains, même si on va parler basket et hors basket, on va se poser des questions entre nous. Alors bien sûr, le protocole lui ne bouge pas, il est toujours là pour Noël, pour ceux qui sont avec nous, donc sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Twitter, vous êtes les bienvenus de partout. Et puis, allez, on va faire au plus vite, rentrer dans le vif du sujet, on marque la petite pause et on démarre cet épisode spécial Noël. Alors messieurs, commençons directement. On va se poser des questions. Pour commencer, des questions basket. On aura aussi des quiz, mais on va commencer et des questions hors basket. Mais on va commencer par le terrain. Chacun notre tour. On va poser une question à la cantonade et on y répondra d'ailleurs chacun notre tour parce que sinon ça va être très très compliqué. Commençons donc par les questions basket sans plus tarder. Et je démarre puisque par ordre alphabétique j'ai la priorité aujourd'hui et j'ai envie de vous poser une question. Alors c'est pas une question très très piège, mais un petit peu quand même. Je voudrais savoir chacun quel joueur qui a priori sort du type de joueur que vous aimez bien et un joueur que vous aimez mais vous regrettez un peu de l'aimer, un peu comment dire, comme on a honte d'un artiste musical, la même chose coupable. Avec un joueur, un plaisir coupable, exactement Ben, un plaisir coupable de joueur de basket, NBA ou hors NBA d'ailleurs, je vous laisse le choix, même dans l'histoire de la NBA si vous voulez. Et comme on va faire par ordre alphabétique, le premier à répondre à cette question, je m'étale un peu pour te laisser un peu de temps de réflexion, c'est Amine. Vas-y Amine, je t'en prie. Alors là, tout de suite, comme ça, c'est pas venu immédiatement. Donc, un joueur plaisir coupable. Si je peux avoir un petit peu de temps pour réfléchir et qu'on passe à Ben. On peut. Je peux même filer une autre piste parce que des fois, on peut apprécier un joueur, par exemple, d'une équipe rivale de son équipe favorite, et des fois, ça peut créer un petit, comment dire, ça peut faire mal au cœur, quoi, si on veut. Ben, est-ce que toi, du coup, t'as l'idée? Alors toi, t'as pas d'équipe favorite, donc. La question est différente. Par séquence, mais c'était plutôt il y a quelques années, je me surprenais à apprécier des passages de Lou Will, alors qui est pas un joueur qui de base je devrais apprécier dans l'espèce de type sixième homme qui explose un peu, mais il y a une période où j'appréciais plutôt son jeu. Je pense qu'aussi il y a une grosse influence à ce niveau-là des jeux vidéo, parce qu'en fait Lou Will sur les jeux vidéo c'est une machine. Si tu sais un peu bien dans les 2K que j'avais, c'est une machine. Donc c'est le sixième homme qui prend feu et qui prend beaucoup de tirs, c'est pas un profil que j'apprécie du tout. Mais parfois, Lou Will, c'était un joueur qui pouvait m'intéresser. Donc je choisirais comme ça, but en blanc, je choisirais Lou Will, je pense. De toute façon, ça va être but en blanc. La polygamie. Alors, il y a une influence. Alors, je répondrai pas à ça. Il y a une influence d'un feat avec Meek Mill où Lou Will est pas ridicule. En genre 2000, je parle au début des années 2010. Voilà. Incroyable. Voilà, il y a même de la culture dans cet épisode de Noël. Alors on a perdu Constant visuellement pendant un petit temps, mais est-ce que t'es là pour répondre à la question, Constant? On t'entend parfaitement, donc je t'en prie. As-tu un plaisir coupable? Il y a du décalage son, par contre. Je vous entends, vous m'entendez bien plus en retard que ce que je dis. Moi, pour changer, la boxe arrive bientôt. Vous inquiétez pas. Non, en joueur plaisir coupable. Ben m'a un peu grillé avec Lou Will. Je pense que ça se bat entre Jamal Crawford et Dennis Schroeder. Parce que c'est vraiment typiquement ce que j'aime pas, quoi. Ces arrières qui défendent pas, gros scoreurs, assez inefficients en play-off, mais en fait, Dennis Schroeder, je l'appréciais, parce qu'il était au OKC. Et Jamal Crawford, il y avait ce côté, le mec fait tout le temps la même action, et ça fait panier quand même, quoi. Les gars savent quand même que Jamal Crawford, il va faire un shake and bake, quoi. Et les gars n'arrivent pas à le défendre. Et du coup, ouais, j'avoue que sur ces années Clippers, Jamal Crawford, je me disais, il est quand même assez impressionnant. Ça me va. Gabin, c'est toi dans la suite alphabétique? C'est un peu facile, mais Kyrie Irving, parce qu'il nous fait tous péter des câbles, mais en fait, je l'adore quand même. Et ça me saoule, parce que il abuse, mais de pire en pire, hein, c'est toujours pas fini. Mais dès que je le vois jouer, je retombe amoureux. C'est incroyable. Donc voilà, désolé, mais c'est Kyrie Irving. Oh mais ne t'excuse pas, ça se passe de commentaires. Au moins t'es pile dans la réponse à la question, mais ça se passe de commentaires sur le pourquoi. Là, je sens que je vais me régaler. Ilias. Alors, pour finalement être dans le thème,
de Ben et de Constant. D'ailleurs, c'est un autre Williams, mais moi ça va être Maurice Williams, donc Mo Williams, que j'ai pas mal regardé lors de son passage à Cleveland, mais aussi à Milwaukee, avant qu'il soit transféré donc d'une équipe assez moribonde à l'époque vers un prétendant au titre. Et en fait, il y a quelque chose chez Mo Will de l'ordre du visuel et de l'esthétique. Moi, j'ai toujours adoré en fait les beaux et les grands shooters à travers ce que j'ai pu regarder de basket durant ma vie. Et c'est un joueur absolument épouvantable en défense. Tu vois que il est très vite ciblé dès qu'il y a une attaque qui se met en place en face. Mais c'était un joueur qui me procurait pas mal de choses visuellement, que j'adorais sa mécanique de tir. J'essayais même par moments de la reproduire. Le coude légèrement écarté. Enfin, c'était un très beau joueur et on a pu voir sur son passage en fin de carrière qu'il était encore capable de prendre un petit peu feu. Il y avait un match à plus de 50 points à Minnesota. Et finalement, même si c'était pas lors de son meilleur passage à Cleveland, il y a quand même un titre au bout avec les Cavs de 2016. Et voilà. Mais sinon, joueur absolument exécrable sur lequel tu peux absolument pas compter en défense, un peu dans la droite lignée de ce que disait Constant. C'est plutôt pas Madiane. Est-ce que tu es inspiré toi aussi? En fait, les auditeurs le connaissent. Mon plaisir coupable, c'est Michael Porter Jr. Que j'adore. Parce qu'en fait, visuellement, j'adore. J'adore l'esthétique offensive du joueur. Pour donner les mauvais côtés, il défend pas à Kopech. Enfin, c'est même honteux parfois. Et au-delà de ça, le joueur est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Le mec a réussi à aggraver sa blessure au dos en allant voir un spécialiste qui était un pseudo-scientifique, mais pas du tout un médecin, hein, qui a manipulé le dos tellement mal que du coup il a chopé le syndrome du pied tombant en sortant de la consultation. Alors vraiment, allez voir ça. Enfin, c'est vraiment pas le couteau le plus affûté du tiroir et ça me fait détester le joueur. Mais lui, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, l'esthétique offensive. Pardon. Il avait partagé le numéro d'Adam Silver avant de jouer. Il avait dévoilé sur les réseaux le numéro d'Adam Silver. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode? J'avais oublié. C'était génial. Fallait qu'il aille voir les médecins du Bayern. Ils ont tendance à te remettre des mecs sur pied avec des méthodes d'avant, on va dire. Il y aura des références football obscures même dans ce podcast. Pour finir le tour, Tom, toi, est-ce que t'en as un qui te vient comme ça? Ouais, bon après tout le monde le connaît, c'est Troy Daniels, hein. Troy avec la flamme à la place du haut. Troy Daniels, ouais, c'est un peu plaisir caché, pas Non. tellement. C'est un joueur que je trouvais vraiment très fun. Pourtant, il défend pas, il fait pas grand chose à part tirer de très loin. Il fait que du catch and shoot, mais c'est un joueur que je trouvais vraiment, vraiment, vraiment très fun en fait. Ton cœur a dû saigner en voyant les Lakers le couper alors qu'ils étaient lancés vers le titre avant la bulle. Mon cœur a moins saigné en le voyant couper qu'en voyant Dwayne Wade échanger pour un deuxième tour de draft protégé top 58. Les échanges de fin de carrière de Dwayne Wade, ouais, c'était quelque chose, ça compte. Et je vais répondre à la question pour finir le tour quand même. Alors c'est pas vraiment coupable et c'est pas vraiment caché non plus, un peu comme Manian, mais genre je ne peux pas m'empêcher de surkiffer Carmelo Anthony et même en 2022. Et pourtant, et c'est pas coupable parce que ça reste un très fort joueur, mais il défend. On parlait de défense, il défend comme une chèvre. Il s'est jamais vraiment appliqué au niveau de son talent pour lui reprocher tout ce qu'on veut. Il jouait aux New York Knicks. Vous connaissez mon amour pour les Knicks, je suis quand même supporter des Bulls. Bref, il y a toutes les raisons de pas l'aimer. Mais je sais pas, j'adore. Et c'est l'esthétique qui revient, Elias, puis beaucoup, vous avez cité de joueurs, il y a eu Jamal Crawford tout à l'heure pour Constant. Ah, c'est des gars visuellement, en fait, c'est visuellement, ils nous attrapent. Et voilà, on n'y peut rien. Donc continuons avec la question d'après, hein. Amine, je t'en prie. Amine, il a pas répondu, non? Ah mais oui, Ouais. Amine, on t'avait oublié, Ouais, t'as ouais. le temps de répondre du coup. De réfléchir, pardon. J'ai eu du mal à trouver, du coup je me dis dans les récents, les très récents, j'ai un petit plaisir coupable avec Mo Bamba dans sa façon de se prendre pour ce qu'il n'est pas en fait, et c'est assez agréable à voir la plupart du temps en fait. Voilà. En tant qu'observateur extérieur, Mo Bamba, quand même. c'est pas mal. Ouais, voilà.
C'est ça. Bah nickel. Bah voilà. Bah du coup enchaîne. Tiens, pose ta question, puis Ben, je te laisserai répondre. Enchaîner. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est quel est votre plus lointain souvenir justement de basket, le truc qui vous a le plus marqué en premier pour vous amener à cette passion du basket et de la NBA? Ah, alors, premier souvenir et le truc qui m'a le plus marqué, moi, mon premier souvenir, je pense, il n'y a pas une date précise, mais racontons nos vies. Mon papa travaillait de nuit. Donc, en fait, le fait est qu'il revenait du taf et en fait, il mangeait au moment où je déjeunais et du coup, il regardait la fameuse chaîne Sport Plus qui devenait NBA TV le matin en revenant du taf, en fait. Donc, moi, mes premiers souvenirs, c'est ça, en fait, de voir en train de me préparer à partir à l'école et mon père qui regarde le basket et qui déjà nourrissait une adoration pour Kobe, truc que je comprenais déjà pas à cette époque. J'ai encore moins compris par la suite. Du coup, mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est mon plus ancien souvenir, assurément, c'est ça. Ah bah Constant, écoute, on va faire des Ouais, souvenirs bah. aussi. Moi, mon plus vieux souvenir, c'est assez récemment, c'est fin 2013, début 2014. Je commence à mater un petit peu de la NBA via beIN Sport, comme un petit peu toute ma génération, avant de vite m'en détacher. Bizarrement, on se demande pourquoi. Et c'était époque LeBron KD bataille pour le MVP. Donc voilà, il y avait KD qui enchaînait les perfs à 30 points. De l'autre côté, LeBron envoyait 62 points 61 points contre les Bobcats. C'est Carmelo qui en plante 62, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était mes premiers souvenirs de basket. Et je me souviens le premier match de basket que j'ai vu à 2h du matin, vraiment en te levant la nuit, en disant ça y est, je viens. C'était un match des Bulls justement contre les Cavs, début de saison 2015-2016, avec un contre. Je crois que c'est Pogazol qui doit faire un compte sur Kevin Love ou sur LeBron pour la gagne dans les dernières secondes. Ah, donc on a eu du plus récent pour Constant, du plus ancien pour Ben. Donc Gabin, je pensais oui c'est toi Gabin. Ouais. Après. Alors pour le basket, moi j'ai commencé avec Kurokos Basket parce qu'en fait j'ai regardé, je suis devenu fan et du coup je suis allé aux entraînements de ma ville pour tester et j'ai adoré. Et en fait la NBA, vous allez m'insulter mais c'est NBA 2K Live sur téléphone. C'est ça que je me suis mis à jouer pas. Et en gros j'ai packé dans le jeu une carte Russell Westbrook hyper rare, trop forte et je suis devenu fan de Russell Westbrook comme ça. Et à Noël, j'avais toujours pas regardé de match. À Noël, j'avais demandé à mes parents un maillot de Westbrook que je mettais à tous les entraînements. Genre, j'étais archi fan alors que j'avais pas vu un seul match. Et après, j'ai regardé les highlights et tout. Et effectivement, je suis devenu fan de Westbrook. Mais à la base, en fait, je regardais pas les matchs. Je jouais juste sur mon téléphone. Et par contre, j'ai aucune idée de quelle équipe était en train de jouer pour mon premier match. Donc, je pourrais pas vous dire ça. On a eu des souvenirs plus récents. Là, je pense qu'on va faire un bond dans le temps. Ilias. Alors, Georges, c'est cadeau. Je vais. Les joueurs sont-ils encore en vie? Alors, les grottes de Lascaux. Non, enfin, plus James sérieusement. Alors déjà, moi, il y avait beaucoup moins de contenu à l'époque, donc pas de jeux vidéo sur téléphone, pas de il n'y avait même pas de téléphone à l'époque diffusé voilà en prime time ou quoi. Pas de portable. Il y avait des téléphones, mais pas de portable. Il y avait le Minitel, sinon. Nous, à l'époque, je me rappelle que pour avoir les résultats NBA, on devait saigner la facture téléphonique de nos parents en appelant le numéro mis en place par Mondial Basket, un magazine NBA. Voilà. En plus, t'avais juste les résultats, t'avais pas de stats. Voilà, les Sixers avaient battu les Hornets. Génial. Du coup. Moi, alors faut savoir, comme vous le savez tous, via mon activité sur Twitter et via nos discussions, ça a commencé évidemment par le foot et ce qui était accessible en matière de sport à la télé, c'est-à-dire le football, Roland-Garros, les JO, etc. Et je me rappelle qu'un jour avec mes parents, on va voir des cousins à Montfermeil. Alors, je vous préviens, évidemment, pour ceux qui connaissent Montfermeil. On n'est pas à Poissy, hein. C'est une autre ambiance. Et du coup, je rentre dans la chambre de l'un de mes cousins et il avait en fait ses murs tapissés de posters de joueurs NBA. Et c'est la première fois que je voyais autant de couleurs, tu sais, via les maillots, via les équipements, les chaussures et autres que dans le football finalement. Et même si évidemment on nous faisait faire du basket au collège, mais bon. Le basket de Richard Dacoury, c'est autre chose. Moi, je vois des mecs, voilà, je vois Barclay, je vois Jordan, je vois Magic, je vois des blancs, des noirs, etc.
Donc forcément, ça m'interpelle et j'ai ce cousin en question qui commence à me faire un peu une fiche technique de chacun de ses joueurs. Voilà, lui c'est un intérieur besogneux, lui il vole en parlant de Jordan, lui il fait des super passes en parlant de Magic. J'avais l'impression qu'il me présentait des Avengers en fait. Chacun avait un pouvoir et une spécialité en particulier. Et du coup, ça m'a vraiment interpellé. Mais le problème, c'est qu'après, pour pouvoir se procurer du contenu, c'était encore autre chose. Donc là, forcément, en allant dans les librairies, t'as accès à des magazines qui étaient mis en place. T'avais 5 majeurs, Mondial Basket pour ne citer que cela. Et petit à petit, un jour, en plein après-midi, je crois 91, peu avant les finales, entre les Lakers et les Bulls, je zappe un dimanche après-midi sur FR3. Et là, je tombe sur un match de play-off entre Portland et les Lakers, commenté par Tony Parker Senior. Oh, incroyable. Absolument. Et de là, voilà, c'est les premiers trucs que j'ai pu voir visuellement de la NBA. Et peu de temps après, il y avait aussi un gars de mon quartier qui enregistrait les matchs sur Canal+, et j'avais pu voir mes premières finales NBA entre les Lakers et Jordan à ce moment-là. Et après, forcément, tu lâches plus. Hein. Voilà, t'es piqué. T'es piqué. Un bel historique côté Ilias. Madiane, le tien? Alors c'est parti d'une histoire de casquette offerte par mon père. Mon père m'a offert une casquette un jour. En fait, elle était à lui et il me la passe parce que j'en avais pas. Et en fait, c'était une casquette des Lakers. Et la plaque des Lakers c'était en métal devant. Donc c'était bizarre la casquette. C'était une casquette où vraiment le truc c'était un gros bout de métal avec le logo des Lakers. Et moi je lui demande mais c'est quoi les Lakers? Parce qu'en fait je sais pas. Et je sais pas. Il m'explique et tout. Et à un moment, on avait la chaîne Infosport et je regardais pour le foot notamment. Et vers la fin, ils diffusaient souvent les top 5 NBA. Et dans le bandeau des scores, il y avait tout le temps les scores NBA. Et je commençais à repérer, mais c'est eux les Lakers. Et puis tu voyais des highlights. Et souvent, du coup, c'était dans le début des années 2000. Tu avais souvent les Lakers. Après, il y a eu le retour de Jordan. Où en fait, Jordan, je savais qui c'était. Je savais que c'était une légende du basket à cause du film. Évidemment, et du coup il sort de sa retraite pour jouer avec les Wizards, et du coup je découvre les premières les games de Jordan, et j'ai 8-9 ans, et ça a commencé comme ça. J'ai fait un peu de basket ensuite pendant mon adolescence, j'ai arrêté au bout de 2-3 ans, et là où je me suis mis à fond, c'est notamment lorsque Coach Jordan faisait des vidéos NBA avec Wax et racontait des histoires sur le NBA, et je me suis dit, vas-y, mais il faut que je regarde des matchs. Je suivais de loin, je regardais un peu les résultats et tout, mais je regardais pas tous les jours. Et là, j'ai pris du coup, j'avais l'abonnement beIN Sport, je crois déjà. J'ai commencé à regarder, et là, par contre, c'est parti un peu dans la consommation maladive, avec tout le temps. Et du coup, un de mes premiers souvenirs très forts en live, il est très récent. C'est le tir à 10 mètres de Curry face à OKC. Ça, c'est un de mes premiers souvenirs ultra forts, parce que c'est l'une des premières saisons où je regardais tous les matchs, tout le temps, tous les jours, et j'étais à fond. Et cette saison-là, elle est incroyable à vivre, vraiment. Et du coup, c'est dans cette saison-là, pendant cette intersaison-là, que je vous découvre. Parfait, il fait même la boucle avec le podcast Madiane. Tom, toi, jusqu'où ça remonte? Comment on en arrive à être fan des Grizzlies et de Troy Daniels? Moi, en fait, la NBA et le basket, c'est vraiment une propagande de ma mère, qui était grande fan de Scottie Pippen et de la Dream Team, en fait. Donc du coup, elle m'en a parlé souvent. Après, j'ai été exposé, les premières images auxquelles j'étais exposé, c'était les Spurs en playoff. Les playoffs, je crois 2004, où il y a le tir de Fisher là, à 0,4 secondes. Ça, c'est une action qui m'avait vraiment marqué. Et ensuite, vu que j'étais aux Antilles, et du coup Sport Plus devenait NBA TV à 18h. Et après l'entraînement, je regardais le soir. Et puis à l'époque, il y avait aussi un match sur Canal, je crois que c'était le vendredi soir ou le mardi soir, je crois. Il y avait une fois le mardi soir, une fois le vendredi soir. Donc du coup, pour moi, ça c'était à une bonne heure. Donc je regardais. Mais c'est vraiment les premières images, c'était les Spurs. Mais sinon, le basket, c'est vraiment une propagande de ma mère.
D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que dit Tom. Cette saison-là, 2003-2004, c'est un peu un déclenchement pour beaucoup de fans en France, parce que finalement, NBA TV, sous format français, arrive en France et on a finalement un match, non pas toutes les semaines dans le cadre d'un résumé ou d'un match en live, mais un match tous les soirs. C'est aussi un peu l'avènement, je sais pas si tu te rappelles Tom, mais d'internet. Donc on commence à avoir accès aux statistiques et autres. Amine peut-être aussi doit s'en rappeler. Et moi je me rappelle que c'est une saison incroyable parce que c'est la draft de LeBron James, D Wade, Chris Bosh et autres. Et c'est Carmelo quand même. J'allais citer même Darko. J'allais citer Darko Milicic et c'est le titre des Pistons au bout. Donc forcément j'ai pu le vivre en long et en large. C'était incroyable. Ah bah ça me permet d'enchaîner puisqu'en plus je suis juste après. Donc moi vraiment mon gros déclenchement justement de la NBA, c'est ce moment-là, c'est cette draft 2003, c'est cette grosse hype de LeBron, de Carmelo, et c'est là où on reprend les abonnements, Mondial Basket, Maxi Basket et tout le tintouin, parce qu'avant effectivement moi le basket je commençais en club un peu plus petit, c'était le basket d'Harold Mrazek, moi je dirais le champion de France avec l'Asvel en 2002. Et oui, messieurs dames, on représente un peu la région, mais après oui voilà, la NBA c'est quand t'es en club, tu parles, t'en entends parler, il y a les abonnements à tes magazines, t'as les posters, j'avais grands posters de Gilbert Arenas dans la chambre, et puis voilà, cette draft 2003 qui est extraordinaire, cette hype incroyable autour de LeBron James, il faut le dire aussi, qui a mis une nouvelle vague en France, et puis derrière une fois qu'on est dedans, comme tu disais Elias, une fois qu'on est accroché, c'est parti, on ne s'arrête plus. Donc voilà pour moi, et puis du coup Amine, tu vas pouvoir terminer en répondant à ta propre question. Ouais, moi ça se rapproche pas mal de l'époque d'Ilias en réalité. Moi aussi c'est à l'époque de Cro-Magnon. J'ai un grand frère qui a 9 ans de plus que moi et qui aimait le basket, donc ça m'a mis vraiment très tôt dedans en fait. J'habitais encore en Algérie à l'époque et on avait la parabole, donc on avait Canal+ avec la parabole. Et lui, il suivait les matchs la nuit et il regardait. Moi, les premiers souvenirs que j'ai, je pense, c'est des vagues souvenirs, mais de la finale 93 avec Chicago contre Phoenix. Et j'adorais Barkley. Moi, c'était celui qui m'avait plus marqué au tout début. Il y avait un jeu hyper spectaculaire et tout. Et c'est des souvenirs assez vagues. Disons que là où je m'en souviens le plus, c'est justement la retraite de Jordan. J'ai commencé à vraiment suivre. Et c'est ce qui fait que je pense encore aujourd'hui, mon joueur préféré de tous les temps, pas le meilleur joueur, mais mon préféré, c'est Hakeem Olajuwon. J'ai une fascination pour Hakeem à l'époque. Et donc, je me levais pour accompagner mon frère à 4-5 heures du matin à regarder sur Canal avec Georges Eddy et Eric Bénard aux commentaires. On se levait à 4-5 heures, c'était soit pour Hakeem Olajuwon, soit pour Mike Tyson à l'époque, sauf que Mike Tyson, ça durait 2 minutes. Donc c'était plus rapide. Voilà. Yes, écoute Ben, c'est à toi, on attend ta question basket. Ok, alors je vais essayer de l'expliquer simplement pour qu'elle soit pas trop compliquée à comprendre. Donc on vous offre la possibilité, avec une machine à remonter dans le temps, de revenir et de suivre la série de playoffs de votre choix aux États-Unis. Donc vous voyez les matchs dans la salle, etc. Sauf que en revenant dans le temps, vous n'êtes pas au courant des résultats. Par exemple, je sais pas si vous allez suivre Bucks Suns récemment. En revenant dans le temps, vous ne savez pas que les Bucks vont gagner, par exemple, à la fin. Donc, par exemple, on pourrait comprendre que du coup, une série un peu crève-cœur, on pourrait éviter d'y aller. Donc, du coup, quelle série vous choisissez et quelle série vous voulez revivre aux États-Unis pendant toute la période. Donc, dans mon idée, ça inclut, si vous choisissez un Utah-Chicago, vous passez 3 jours à Utah, hein, quand même. Genre aussi. Hein, le paysage compte. Hein. Ok. Eh bien, Constant, je te laisse commencer. Ah, j'en ai 2. J'hésite. Je pense que ça se joue entre Lakers Celtics 84 et entre Pistons Lakers 88 parce que la dramaturgie des deux séries est quand même assez exceptionnelle. Littéralement, Lakers Celtics 84, c'est peut-être la série de finale qui sauve la NBA ou pas loin. En termes d'audience, de tout ce que ça a amené après, de rivalité, CBS Sport qui a capitalisé un max sur Bird Magic. Et la série de finale Lakers Pistons 88, c'est vraiment les bad boys qui se ramènent pour affronter le Showtime avec toutes leurs stars, toutes leurs paillettes, etc. Et ça donne une série exceptionnelle, le Game 6 d'Isaiah Thomas, etc. Même sans le savoir, je pense que ça aurait pu être
en remontant dans le temps sans savoir qu'il allait se passer ce qui s'est passé dans la série, ça aurait pu être un truc assez exceptionnel. Et j'en rajoute une dernière parce que comme ça fait 3. Spurs Heat 2013. Pour l'anecdote, comme ça, on pourra y enchaîner plus rapidement. Moi, c'était mon choix, le Lakers Celtics, parce que déjà, je veux aussi revenir à LA dans les années 80, etc. J'avais pas envie de revenir en 2013 ou en 2014, c'est trop récent. Je voulais vivre un truc que j'avais pas vécu. Gabin, du coup, je prends la main de la Vas-y, c'est ta question, Ben, prends la main. Gabin, du coup, tu choisirais d'aller où, quand, pourquoi, comment? Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, mais je prends la meilleure série de l'histoire des Raptors. En fait, c'est la série, je suis désolé Amine, 2019, demi-finale de conf contre les Sixers. Ah oui. Les matchs sont pas hyper serrés, mais en fait, juste pour le Game 7 et le clutch de Kawhi à la fin, je pense que je prends celle-là tous les jours, en fait. Parce que ce moment, je l'ai vécu en direct, mais je peux même pas imaginer la joie que les gens du Air Canada Center ont vécu à ce moment-là. Je crois que c'était encore le Air Canada Center. Donc cette série-là, sans hésiter, je crois. Ok, du coup, Madiane, est-ce que tu viens de choisir une série genre Charlotte, Miami, Non. pour jeter des tomates? Alors, j'avais un choix qui a déjà été cité, Lakers Pistons 88. Moi, pour envahir le terrain avant que le mec ait sifflé la fin du match, je veux vivre ça. C'est dingue. Le match est pas fini, que les mecs sont sur le parquet, du coup t'es obligé de dire que c'est fini. C'est incroyable ce qui se passe et clairement ouais. Et sinon, du coup, ça c'est mon choix numéro 1, mais a déjà été cité. Sinon, choix plus récent, Cavs Warriors 2016, parce que voir The Block de LeBron en vrai, ça doit être un truc. Tu le vois se déployer, ça doit être un truc incroyable. Et puis surtout, la dramaturgie. Alors ok, il y a beaucoup de blowout, mais juste le Game 7, en termes de dramaturgie, il y a quelque chose. Il y a que des blowouts, mais les deux games à 40 points d'Irving et LeBron, et le Game 7, je veux voir ça en vrai. Du coup, après Madiane, ça nous donne... Oh, mais je me suis trompé dans l'ordre alphabétique. J'ai fait un fumble. J'ai fait un fumble. C'était obligé. Ouais, désolé. Ilias. Bon, alors j'ai une excuse. Hein. Il est 5h48 du matin. Voilà. Je sais, ça me pardonne pas. Si, t'es largement pardonné. Bon, je vais pas être très original. Hein. C'est écrit sur mon suite, mais je suis obligé de revenir finalement avant les finales 2004. Parce que pour la simple et bonne raison, et Amine pourra en témoigner, Adrien aussi, enfin, moi déjà à l'époque, je détestais les Lakers, et forcément j'étais supporter des Pistons, et je vous raconte pas l'état dans lequel je suis au moment où on aborde la finale, au moment où on mène 1-0, et au moment où finalement Larry Brown décide de ne pas faire faute alors que Détroit mène de 3 points à la fin du game 2, on laisse tirer Kobe, et un peu à l'image de ce qui s'est passé en 2013 entre les Spurs et le Heat, les Lakers égalisent et gagnent la prolongation. Donc j'étais dans un état, voilà, j'étais plus bactère, mais il s'avère que en fait, à cette période, les Lakers, voilà, écrasaient tout. Shaq, vas-y, tu pouvais strictement rien faire. T'as Kobe à côté qui faisait son one man show, et les Lakers empilaient les titres. Et pour finalement un projet qui était un peu renaissant comme celui des Pistons, gagner comme on a gagné, parce que vraiment ça a véritablement été une surprise. Enfin, personne s'attendait à cette victoire des Pistons. Moi, le premier, hein, je pensais qu'on allait prendre un match maximum au Palace dans une bonne ambiance surchauffée, mais finalement, tu t'aperçois que voilà une équipe qui a été en mesure pendant la saison régulière de tenir des équipes à moins de 70 points, 5 matchs de suite, ou dans ce type de contexte, bah, ça a été assez incroyable à vivre. Et je pense que si on me l'avait dit avant la finale, je ne l'aurais pas cru. Donc vivre ça de ses propres yeux, en alternant un petit peu voilà le Dunkerque des États-Unis et évidemment la Côte d'Azur de la Californie, ça aurait été quelque chose d'assez sympa. Et surtout la victoire et la série se décide à Détroit, parce qu'avant on était sur la répartition 2-3-2 des finales NBA, et voilà, finir avec voilà en apothéose, ça aurait été assez incroyable de vivre un titre des Pistons. C'est vivre ça en live, ça aurait été assez incroyable.
J'aime bien la comparaison. On salue les habitants de Dunkerque, mais effectivement, entre Détroit et... Non, il y a ma question qui arrive. On va saluer d'autres personnes. C'est des villes ouvrières. Du coup, Tom, tu remonterais jusqu'à où avec ce magnifique pouvoir? Entre parenthèses, très mauvaise utilisation de ce pouvoir. Les mecs, on a une machine à remonter dans le temps. On va voir un match NBA, c'est quand même complètement claqué comme prise de décision. Tom. Moi, je dirais les finales 98 pour la shot. Franchement, suivre. Enfin, on sait que c'est la dernière. En fait, on sait que c'est la dernière qui va potentiellement plus revenir. Enfin, qui va plus revenir. Et du coup, c'est quand même quelqu'un qui marque l'histoire du sport et pour la magnitude, tout ce que ça représente et toute la tension en fait qu'il y a autour de ces finales-là, c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre. Et puis dans les choix plus récents, ben moi ça va être les finales 2008 de Boston, les Boston Lakers, puisque c'est la première saison que j'avais 18 ans, c'est la première saison où j'ai vraiment suivi, regardé les matchs, je regardais les résumés, je lisais les articles, tout ça. Donc c'est vraiment la première saison, et puis c'était la formation du coup du Big Three, finale contre les Lakers, et puis aussi c'est une finale qui aussi se finit à domicile. Et ça a toujours une saveur supplémentaire en fait des titres. Même si je ne sais pas, mais tu vois, ça a toujours une saveur supplémentaire de gagner le titre, de gagner le dernier match de la série à la maison, quoi. Donc voilà, ce sont mes deux choix. Alors moi j'avais 7 ans, mais peut-être qu'à cette époque vous disiez que Doc Rivers c'était un bon coach. Et ça c'est beau. Ouais, et près de 7 à 8 ans avant justement les Celtics, il était même coach de l'année à Orlando. Ouais. Et il coachait Tariq Abdul-Wahad. Du coup, Adrien, est-ce que moi j'ai pensé à ça, Tom, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'aller dans l'Utah en 98 pendant. Tu l'as cité. Mais Jordan, et puis attention où tu vas dans les pizzerias en plus. Hein. Exactement. Non mais les gars, ok le côté mormon et tout, mais après si on est, on va dire amateur de grands paysages, etc. Enfin, l'Utah, c'est quand même une belle région. Hein. Je parle sur le plan des montagnes, des forêts. Enfin, si tu veux passer et des îles au trésor. Mais voilà. Il y a, je pense que les habitants de l'Utah, ils te tirent dessus à vue. Hein. Moi, c'est évident. Hein. C'est la problématique. Bah pour moi, du coup, bah oui, forcément, c'est les premières qui m'est venue, hein, forcément la finale de 98, comme l'a cité Tom, quand tu l'avais cité Ben. Je pourrais aimer plein de finales des Bulls. La première, le Bulls Lakers pour la première de Michael Jordan, ça y est, enfin l'avènement, la prise de pouvoir de Michael Jordan. Je sais pas, même en 92, t'as le game 1 avec le shrug là où il met 35 pions dans la première mi-temps. Enfin bon bref, on pourrait pratiquement toutes les faire. Bon, je pense que j'aurais pris une des Jordan, mais si on en sort, il y a aussi moi c'est le Spurs Heat de 2014 parce que ce game 3 là, cette mi-temps là de basket, elle était incroyable à regarder à la télé, mais genre je veux être sur le bord du terrain, je veux voir ce basket, genre je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un état de grâce pendant une mi-temps du côté des Spurs. Et ça doit être incroyable à voir de visu, de voir le rythme, les déplacements, les redoublements de passes qu'il y avait du côté des Spurs. Voilà, j'aurais aimé le voir. Et peu importe de passer un peu de temps à San Antonio. Ok, bah c'est noté. Et il reste toi Ben, faut que tu répondes à ta propre question. Moi du coup, comme un peu pour aller dans le sens de Constant, les et Amine. Amine, on va toujours oublier Amine. Non mais ça y est. Ah, ça a été running gag. Amine d'abord. Voilà, allez, running gag, mais... Allez, Amine. Oui, donc vous en avez cité beaucoup auxquels je pensais. Je pensais notamment aussi à 98, même si c'est vrai que aller dans l'Utah, bon, ça pose quand même quelques questions. Mais avec The Shot, la fin de Jordan et tout, c'est une des celles auxquelles j'ai pensé. J'ai décidé d'innover et de servir vraiment de la machine à remonter le temps pour faire quelque chose d'assez lointain, justement. Et je me suis dit, même si je vais me faire un petit peu mal, les finales 80, Lakers Sixers, avec Magic Rookie, avec le match qu'il fait en pivot, tout ça, je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire à voir. Et puis, ça me permet d'aller à Philadelphie dans les années 80, d'aller à Los Angeles dans les années 80, de découvrir quelque chose de sympa. Donc, voilà. On a mieux répondu à la question finalement. On n'a pas dû oublier.
Exactement. Moi, pour résumer, 84 Lakers Celtics parce que je veux voir Magic Johnson de mes yeux. C'est vraiment le plus grand regret de ma vie d'amateur de sport de ne pas l'avoir vu de mes yeux. Donc, je veux absolument le voir. Donc, c'est tout. Ah, tu peux encore le voir, il est au match des Lakers. Hein. Ouais, mais il est mieux sur un terrain de basket qu'avec un micro. Hein. Ah, mais du coup, tu vois, ça c'est nouveau parce que Ben, il est pas très expressif au-delà de son amour pour Dwight Howard et Giannis. Il est pas très expressif sur s'il peut aimer ou pas. Et moi, ça m'intéresse cette admiration pour Magic. Mais parce que pour moi, dans ma vision du basket, c'est le joueur ultime en fait. Genre, j'ai raté l'apogée du basket pour moi. Ça a déjà existé en fait. Donc c'est un espèce je l'ai déjà dit dans un podcast ou en off, j'ai 2 regrets en tant qu'amateur de divertissement dans ma vie, avoir raté Magic Johnson et avoir raté le prime d'André 3000. C'est mes 2 regrets dans la vie. C'est les 2 plus grands regrets de ma vie. Oh là 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 là. Extraordinaire. C'est divertissement, les gars. Bien sûr, j'ai d'autres regrets dans ma vie, mais divertissement, je regrette tellement de ne pas avoir vu Magic. Voilà. Ça pourra faire peut-être l'objet d'une autre question, mais il y en a une qui a été teasée par Constant depuis tout à l'heure. On l'attend, ta question, Constant, vas-y. Ouais, bah, dans les séries, juste que j'ai oublié, j'aurais pu citer Lakers Celtics 62, les finales, parce que c'est quand même première finale Lakers Celtics. Game 7 de finale qui va en overtime. Je sais pas si on se rend compte du délire que ce serait à l'époque, enfin de nos jours, un Game 7 de finale qui part en overtime. Et t'as les 61 points d'Elgin Baylor en finale, mais aller à Boston dans les années 60, je pense que c'est encore pire d'aller dans Utah en 90. Donc, je prends pas. Non, mais ma question... t'as fait ta propre transition, vas-y. Bien sûr, ma question qui a été un peu teasée lors du dernier podcast auquel j'ai participé, ça concerne nos chers habitants de la Creuse. C'est une question pour vous. Si on doit définir une franchise comme étant la Creuse de la NBA, pour vous, laquelle ce serait? C'est facile. On va pas se faire que des potes. Gabin, c'est toi qui vas démarrer. Dans la Creuse, c'est-à-dire la ville la plus paumée de NBA? Non, la franchise la moins intéressante. Ouf. En vrai, Minnesota. Ouais. On veut des arguments, Gabin. Il fait froid, c'est difficile de circuler, il y a de la neige partout, vous avez rien gagné, vous retirez même pas le maillot de Kevin Garnett, c'est-à-dire même l'histoire que vous avez pas, vous ne l'assumez pas. Et en plus, en ce moment, il y avait, pas pour une fois, il y avait énormément de hype et en fait, ça confirme pas. Donc, franchement, Minnesota. Voilà. Pardon à tous les fans des Wolves. Il y a des directs, le vouvoiement, tu les as interpellés vraiment. Tu peux pas te faire que des potes chez les fans des Timberwolves. Hein. Non. Risque et péril. Ouais, du coup, suivant sur le grill, Ilias. Mais écoutez bien la réponse de politicien. Là, on va être pile au centre. On est dans le cadre de François Bayrou. C'est teasé. Les Vancouver Grizzlies. Voilà. C'est une honte, monsieur. Sur le Les service Bobcats. public, vous n'avez pas honte. Alors, Ilias, on veut une vraie réponse. On veut une vraie réponse d'une franchise actuelle. De franchise actuelle. Franchement, je suis obligé de suivre Gabin. Il m'a un peu piqué ma réponse. Ouais, pour moi, comment ils font en fait les Wolves? Des fois, on se pose la question, quoi. Il y a tellement de catastrophes. Le trade de Joe Smith qui te permet pas de drafter pendant des années. T'as encore quoi? T'as encore le Johnny Flynn, le Ricky Rubio. Pas prendre Steph Curry. Enfin, ils les cumulent, les gars. Enfin, voilà. Enfin, c'est des chiens de traîneau. C'est pas des loups, quoi. Ah putain. Voilà. Ah, c'est dur. Et en plus, tout le monde préfère les Vikings aux Wolves, hein, dans leur ville. Enfin, c'est la vérité. Voilà. Enfin, non, mais mes plates excuses auprès des supporters des Wolves, mais c'est dommage. Même là, j'ai l'impression que, bon, j'espère que ça va s'arranger pour eux, mais même là, ce qu'ils ont fait récemment, moi, j'aimais l'idée, mais j'ai l'impression que jamais rien va fonctionner dans cette franchise, en fait. Non, mais tu Il y en a qui en m'étonnes a que profité pour remettre fans, une ils couche préfèrent de C'est normal que les fans ils préfèrent du Minnesota, ils préfèrent les Vikings aux Wolves. Tu regardes les Vikings, t'as Randy Moss, tu regardes les Wolves, t'as Nikola Pekovic. Enfin, le choix il est vite fait entre qui suivre entre les deux, hein, franchement.
c'est parti sur les chapeaux de roue pour les Wolves. En disant, les Vikings n'ont jamais gagné quand même, donc c'est pas non plus. En plus, c'est pas. Enfin, Les bref. Wolves non plus. Passons. C'est bien. Bon, Madiane, est-ce que tu vas, alors j'allais dire aller à la rescousse de Minneapolis, je ne pense pas, mais est-ce que tu vas attaquer quelqu'un d'autre? Ah oui, moi je vais attaquer quelqu'un d'autre, les New Orleans Pelicans. Alors déjà, ils ont rien à foutre dans la conférence Ouest. Ils sont à l'est des États-Unis, mais tout le monde s'en fout. L'un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la franchise, il s'appelle Brandon Ingram, c'est dire le niveau des autres. Enfin, franchement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de cette franchise? Quand ils ont drafté Zion, j'étais dégoûté. Franchement, quand ils ont eu Zion, tout le monde était là en mode « Ah non, putain, il va là-bas. Ah non, c'est trop triste. » Non, franchement, tout le monde était hypé. Et Les maillots sont dégueulasses aussi. La mascotte en plus. Non, mais il y a rien qui va. Ils ont changé la mascotte. La mascotte, elle faisait peur. Moi, c'était l'espèce de bébé c'est là. Ça, mais non, mais c'est chaud. Puis... Enfin, franchement, et sans déconner, je vois pas comment ils vont réussir à construire un truc. Honnêtement, là, au-delà, il y avait un peu d'exagération du troll. J'ai vraiment du mal à envisager une grosse histoire basket. Enfin, c'est tu récupères Victor sur un malentendu, tu fais une dynastie avec Victor Zion et puis c'est réglé. Hein. Le terrain prime toujours sur l'image. Ouais, tu récupères Victor et tu fais un trio, oui, manqué, mais en vrai, ça va être dur. Hein. Tu vois qu'ils ont pas réussi à construire avec Anthony Davis. Et même, ils ont de la malchance quand ils devaient retourner avec des Marcus se fait le tendon d'Achille. Enfin, même dans les moments où ils étaient super intéressants, moi j'aurais voulu voir ce duo des Marcus Cousins, Anthony Davis playoff, même ça on l'a pas eu. C'est en plus quand ils tentent des coups qui les rendent intéressants. Bon. Après, ils font une bonne saison jusqu'à maintenant. Leur identité, elle est piquée parce que c'est le nom du Jazz et à Utah. Il est tout là le problème. Du coup, bon, après le choix du Pélican, voilà. Mais... Non, mais dans une ligue où en animaux, quoi. T'as Bulls, Raptors, Grizzlies, là, les Pélicans. Ça fait pas peur, quoi. On me dit, tu joues contre les Pélicans, ça va. Hein. Après, c'est vrai que le truc le plus bizarre avec cette franchise-là, c'est qu'en fait, ils ont le palmarès des Charlotte Hornets. Oui. Alors que Charlotte Hornets, les Charlotte Hornets sont le palmarès des Charlotte Bobcats, c'est-à-dire. Il y a rien qui va. mais en vrai, par contre, les mecs sont quand même à l'ouest. Ça c'est incroyable. Même Pisse aussi. Que ça, en vrai. C'est vrai. Même Minnesota, hein. C'est vraiment, très, très, Mais les mecs sont quand même plus proches. Ouais, c'est dans la conf Est. C'est le problème de la NBA, c'est que des franchises très à l'Est, et du coup, t'es obligé d'en foutre à l'Est. Non. Mais attendez, les mecs sont plus proches d'Atlanta, d'Orlando que de Denver, alors que Denver, c'est pas complètement à l'ouest. Écoute, il y a pas grand monde qui est proche de Denver, hein, en vrai. Gardez vos arguments géographie pour plus tard, peut-être pour un quiz géographie. On va rester sur l'attaque ad nominem sur les équipes NBA. Tom d'ailleurs, qui a souvent les réponses de politiciens, on veut aussi une vraie réponse, Tom. Ben, en vrai, d'un point de vue purement basket, c'est les Knicks. Ça commence. Et c'est parti. Purement basket, c'est les Knicks, en vrai. Puisque, en fait, vu qu'il y a un problème de proprio, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir de la merde dans laquelle ils sont. Pour moi, c'est un peu, c'est de l'ambition qui traduit un manque d'ambition, en vrai, tu vois. C'est une petite ambition, allez, on va payer un tel, on va essayer de faire quelque chose. Et puis finalement, rien ne se passe, on est de retour dans le ventre. On appelait la 7, mais on les met pas sur la table quand quelqu'un est disponible et qui veut venir chez nous. Et sinon, c'est les Wizards. Je pense que ce nom-là se suffit à lui-même. Ouais, les Wizards, ils étaient en deux chez moi parce que pour une capitale, être aussi dramatique, c'est incroyable. On dirait le PSG de Colonie Capitale. Pas mal. Le PSG pré-Qatar. Le PSG de Guillaume Moirot. C'est Amara Diané, non, c'est ça? Légende du club. Amara Diané, de Mevlut Erding, de Christophe Jallet et de Clément Chantôme. Exactement. Le PSG vrai. Le PSG authentique. En parlant d'authentique, justement, pour répondre à la question, normalement, les authentiques losers, c'est censé être les Clippers. C'est un peu passé de mode maintenant, parce que il y a eu Lob City et Kawhi. Bon, il y a eu Kawhi. Théoriquement, il y a Kawhi. Après, est-ce qu'il est sur le terrain? C'est un peu moins le cas. Dans le salary cap, il est là. Voilà, dans le salary cap, il est présent. Donc ça, c'est la réponse facile, mais je vais pas m'échapper. Et je vais répondre à la réponse que je donne toujours à cette question. Et j'en suis désolé, Constant, tu sais ce que je vais dire. C'est le Thunder d'OKC. Oh oui!
pour des raisons pas forcément uniquement basket. La première, qui est une réponse de vieux con, à savoir rendez-nous les Supersonics. Mais t'es fan des Bulls, là, tu ne peux être qu'un vieux con. De toute façon, tu ne peux vivre que dans le passé. On avait dit qu'il y avait des droits de réponse à ces questions. Je suis pas sûr, mais j'accepte la critique. De toute façon, ça va avec. Cette question n'était pas faite pour se cacher. Donc ouais, Seattle, la couleur de maillot est horrible. Là, genre, je n'aime pas ces couleurs. Le logo n'a aucun sens. Tu t'appelles Thunder, une espèce de ballon avec un truc. Enfin bref, je ne comprends rien de l'identité de cette équipe. Et puis bah voilà, t'as vécu sur un joueur drafté au Supersonics qui était incroyable, t'avais des super joueurs, t'as tout foiré, et maintenant, bah, t'es dans la loose, t'as même pas de bol en plus, on parlait de pas de bol sur ce début de saison, donc bon, je vous souhaite quand même que ça aille mieux, hein, Constant, mais pour répondre à ta question, tu l'as cherché la réponse, tu l'as eu, voilà. Et ça laisse un petit blanc, comme ça c'est parfait. Est-ce que Amine va pouvoir un jour répondre ou pas Bah oui, bien joué, je le rappelle. Amine, il y a eu un blanc, c'était le moment de s'immiscer dedans, là. Ouais, c'est intéressant parce que il y a 3 minutes, j'avais pas ma réponse, je cherchais. J'allais faire une blague sur les Clippers, et tu l'as sorti avant moi. J'allais dire si c'était à 15 ans, on aurait pu dire facilement les Clippers et ça aurait pas fait de débat en fait. Mais et puis à un moment donné, Tom a dit Washington Wizards et ça fait une étincelle dans mon cerveau. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je cherche et j'y ai même pas pensé à eux. C'est-à-dire que pour moi, je les oublie complètement en fait. Et du coup, je me suis dit, bah si je les oublie autant, c'est que c'est eux en fait. Donc pour moi, c'est les Washington Wizards de la creuse de la NBA. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec leur maillot rose, tout le monde dit qu'il est magnifique et du coup, on oublie presque ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que je peux, évidemment, m'autoriser une alternative parce que finalement, calquer non pas mon choix sur celui de, je maintiens que voilà les Wolves c'est un peu sans intérêt, mais les gars, je suis obligé de parler des Nets. C'est-à-dire que les Nets, c'est pas t'as beau avoir Kyrie et KD qui sont à eux deux qui combinent peut-être 30 ans des derniers talents des Knicks, les Knicks sont toujours plus populaires malgré leur lose éternelle que les Nets. On sait pas si t'es du New Jersey, si t'es de Brooklyn. T'as un maillot, on savait pas quoi faire. Bah, on t'a foutu un maillot noir, un maillot blanc, on dirait des maillots Kipsta. Tu vois, tu les achètes chez GoSport, c'est des chasubles. Ouais, c'est des chasubles, les trucs. Et le mec que t'as réussi à convaincre, que t'as signé, que t'as prolongé, il veut déjà se tirer. Et après, à côté de ça, bah, t'as je sais pas, l'équivalent basket de Kanye West qui des fois qui se vaccine pas, qui des fois veut faire de la lutte pro-black américain à l'extérieur, puis qui revient, puis qui repart, qui disparaît 2 semaines. Vas-y, c'est un foutoir sans nom et voilà. Bref, les Nets, il faut quand même caler un petit truc à leur sujet. Il y a un truc assez ouf sur les Nets, c'est que si tu vas en visite à New York et que tu veux voir des matchs NBA, on te dit, bah, si t'as du budget, tu peux aller au Madison Square Garden. Si t'es un peu pauvre, tu peux aller à la salle des Nets, t'inquiète, ça ira, c'est abordable. Ça, c'est un truc assez ouf parce que les Nets sont plus compétitifs que les Knicks sur les dernières années. Mais moi, je on veut le chiffre toujours aller au Madison. Vous voulez combien des dernières années? De quoi? Ouais. Sur combien de dernières années, c'est ça, il voulait le chiffre. Mais on n'est pas là pour faire les défenses. Vous déviez toujours les questions. Ouais, on va faire un podcast pendant 6 heures à ce rythme-là. Je m'immisce. Adrien, je réponds à la question. J'ai dit que c'est facile. C'est les Hornets, en fait. Il n'y a pas de réponse autre que les Hornets. Vous voyez, quand vous tapez sur Basketball Référence et vous avez l'histoire de la franchise, vous avez les 12 plus grands joueurs de l'histoire de la franchise. Alors, je vais vous donner les noms qui apparaissent salaud. pour les Hornets. Il y a un match avec les Pélicans. Gerald Wallace, Muggsy Bogues, Larry Johnson. Il y a Cody Zeller en 6. Il y a Cody Zeller en 6. Attends, il y a pas Al Jefferson avant? Il y a pas ce bon vieux Al. Parce que tu vois, Minnesota, tu regardes cette même page, tu te dis bon, il y a KD quand même, ça, tu vois. Il y a au moins Stephen Jackson. Il y a Stephen Jackson qui n'apparaît même pas, qui n'apparaît même pas. Et juste pour continuer sur les Hornets, c'est une franchise qui, sous Michael Jordan, vivote sous l'assistanat le plus total de la NBA, qui profite qu'on lui renverse de l'argent. C'est une franchise actuellement qui a des repris de justice et c'est risible les performances de cette équipe sur les matchs importants, les play-ins, on en a assez parlé, c'est cataclysmique. Et je tiens quand même à dire que c'est une équipe, alors on parle beaucoup des Wolves, des Kings, etc., ils n'ont pas passé un tour de play-off depuis 2002. Ça fait 20 ans.
Donc c'est assurément eux. C'est sans débat possible, c'est les Hornets. Le seul truc qu'on dit avec les Hornets, ils avaient de beaux maillots. C'est tout. C'est le seul argument de cette équipe. Je me permets une petite digression et je pense que Ilias a connu la même période que moi et qui est difficile pour nous de voir même si c'est le cas aujourd'hui, les Hornets, c'était une hype totale dans les années 90. Ne serait-ce qu'avec l'équipe donc autour de Larry Johnson, Alonzo Mourning, Moxie Bucks. Et surtout, c'est-à-dire qu'au collège, tout le monde avait une casquette Charlotte Hornets, un blouson Charlotte Hornets. C'est-à-dire que c'était incroyable, en fait. Et on en revient à ce que disait justement Ben, c'est-à-dire que c'est aussi une hype visuelle, les Hornets. C'est ça. Non pas dans la production sur le terrain, mais on va dire dans le côté fashion. Et c'est vrai que c'est des couleurs qui attirent. C'est un peu les premières couleurs flashy qui sont apparues au début des années 90. Et justement, tu le disais aussi, enfin les mecs, tu vois, par exemple, dans leur franchise, les joueurs qui ont marqué, c'est des joueurs qui n'ont pas dépassé plus de 4-5 ans sous ce maillot-là, quoi. Larry Johnson et Mourning, ils ont vite été tradés aux Knicks et aux Heat, hein. Et ils ont fini par se bagarrer. Donc voilà. Bon, Constant, tu vas répondre à ta propre question aussi, du coup. T'as préparé quelque chose? Non, j'en ai deux. Alors les Nets, c'est pas mon choix, mais ils ont quand même une bonne place. Parce que quand le meilleur marqueur de l'histoire de ta franchise, c'est Brook Lopez, tu dois avoir une mention spéciale. Faut quand même pas oublier, là, on parle de NBA. Vous regardez les matchs. Madiane parlait du fait que si t'avais un budget de cap, tu pouvais aller voir les Nets. Les Nets, ils jouent pas un match à domicile sans que les fans de l'équipe en face fassent plus de bruit qu'eux, en fait. C'est le problème des Nets. Et là, non, pour moi, c'est Washington. Washington, c'est vraiment la creuse de la NBA. Déjà, historiquement, entre les années 80 et Chris Webber, donc fin des années 90, début des années 2000, il y a rien. Il y a 20 ans de rien. Je vous mets au défi. Alors peut-être Ilias et Amine vont l'avoir, mais je vous mets au défi de me citer 5 joueurs qui ont joué sous le maillot des Wizards entre 80 et 2000. Il faut déjà se creuser la tête pour en trouver. Le 5 de l'équipe de Gilbert Arenas, en vrai. Non, entre 80 et 2000. Pas entre 80 et 2000. Ah merde. Aux Bullets, du coup, à l'époque. Oui, aux Bullets. Alors, il y a eu des joueurs sombres, hein. Ah ouais, mais il y a eu que des joueurs très sombres. Il y a eu que des joueurs. Il y a eu un All-Star en 92, c'était un joueur assez médiocre, mais sur le coup, qui était capable de scorer, de prendre un peu feu, c'était Michael Adams. Ouais. Mais à part ça, on a eu Pervis Ellison qui avait été meilleure progression. Des joueurs très obscurs, hein, attention. Kendall Gill, non, je crois que lui, il était justement dans la franchise adorée de Ben. C'était plus les Hornets. Wes Unseld, il a pas joué là-bas? Si, mais après, ça, c'est les années 60. Voilà, c'est bien avant. Ouais. C'est bien avant, mais c'est vrai que c'est sombre, hein. Bon, après, par contre, bravo à eux, parce que avoir réussi à trader, et là, on dit quand même bravo à Golden State pour le coup, qui à l'époque faisait des miracles. Ils ont quand même réussi à trader Tom Gugliotta contre Chris Webber. Et ils ont réussi à réunir Weber et Joan Howard. J'en ai un, il y a Manu de Bol qui a joué là-bas. Voilà, j'ai passé un grand, mais... Rod Strickland aussi, mais on va chercher, quoi. La dernière hype, c'est Arenas, en fait. Tracy Murray. Il y a John Wall Bradley. John Wall. Ouais, John Wall. Elle a eu son petit effet, hein. L'équipe qui tournait autour de Arenas, Butler et Jamison, elle a eu pas mal de fans en France, hein. Des choses qui pour des bonnes raisons, les gars. C'est jamais pour des bonnes raisons, ce genre d'équipe. C'était excitant, mais ça allait pas très loin, quoi. C'était excitant à voir parce que Arenas, c'est un joueur joli à voir jouer. Donc voilà, il y avait rien entre 80 et 2000. Après, ils ont quand même fait la maison de retraite de Michael Jordan, quoi. C'est quand t'as une franchise au point autour de general manager. Déjà, ils ont drafté Kwame Brown. Déjà, rien que pour avoir drafté Kwame Brown en 1, il mérite d'être surnommé la creuse de la NBA. Et quand t'es une franchise qui est tellement merdique au point que ton GM, tout grotesque qui peut être, se dit, je vais rechausser les crampons parce que vous êtes tellement nuls que je vais décider de jouer avec vous. Non, alors pour moi, tu mérites d'être la creuse de la NBA. Après, sous Arenas, moi j'aime bien Gilbert Arenas, donc je vais pas trop critiquer. Bon, je suis pas un fan d'armes à feu contrairement à lui, mais le joueur était quand même assez exceptionnel. Et après, si tu parles même de récemment, John Wall et Bradley Beal, c'était les déceptions tous les ans. Tous les ans, t'avais les Wizards, ils ont déçu. Je suis pas d'accord. Mais même avec Arenas, ils ont quand même réussi à gâcher l'histoire à la fin en lui faisant signer le pire contrat avec sa blessure de l'un des pires contrats de l'histoire de la NBA parce qu'il lui donne il le paye au statut de star qu'il est et il donnera plus rien.
On les remercie au passage pour le trade fin de carrière de Jerry Stackhouse contre Richard Hamilton. Mais Gilbert Arenas contre Rashard Lewis. L'échange de contrats pourris. Tu te rends compte, Adrien, qu'on a 16 questions à faire. On en a fait 4 en 1 heure. Wow. Ouais, non, mais c'est infernal. Qui vous avez prévenu en off? Ouais, non, mais forcément, hein, à force de digresser à chaque fois. Et je suis assez étonné qu'on n'ait pas cité les Kings, hein, d'ailleurs, qui ont réussi à redorer leur blason. Mais quand même, quand on parle de franchise de la Kings, il y a un respect. Il y a un respect pour les Kings, je pense, à cause des années 2000. Oui, non pour le fait qu'ils soient fait voler par les Lakers. On ne reviendra pas sur ces moments d'histoire. C'est par la NBA, oui, hein. Les Lakers, ils sont pour rien. Oui, bien sûr. Bon, il y a la déclat de Tchak, il n'était pas obligé quand même. Mais bref, on va arrêter de refaire l'histoire, on va essayer d'avancer comme le disait Ben, parce que oui, effectivement, on a fait que 4. Allez, Gabin, ta question. Alors, pour la plupart d'entre vous, on connaît votre équipe préférée, mais quelle est votre deuxième équipe préférée? Bon, sauf pour Benjamin et Madiane, du coup, je sais pas ce que vous voulez répondre. Peut-être citer une équipe que vous aimez bien. Mais quelle est la seconde équipe qui vous fait kiffer? Et c'est Ilias, je crois. Oui, c'est Ilias. Ouais, du coup, c'est Ilias. le premier à répondre. Alors, on parle de actuellement, pas historiquement. Comme tu veux. C'est vraiment. Ouais, enfin, c'est ta question préférée, la deuxième. Ouais, non, historiquement, ce serait complètement idiot. De toute façon, les équipes changent tellement. Ça va peut-être surprendre, mais j'en ai parlé un petit peu en mal tout à l'heure, mais j'aime bien ce que fait et ce que font malgré voilà ce qu'on leur avait mis encore il y a un peu moins d'un an dans le museau, mais j'aime bien ce que font les Pelicans. J'aime bien les regarder jouer. J'adore Zion. C'est un joueur qui me fascine. Et je suis en train aussi d'apprécier depuis les derniers playoffs qu'ils sont en train de mettre en place. Je trouve que pour l'instant le projet est cohérent, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est de par leur marché ou la mocheté de leur maillot, mais j'ai pas l'impression que tout ça tiendra très longtemps et je reste à peu près persuadé que les bons joueurs de cette équipe seront amenés peut-être à jouer ailleurs un jour, même si évidemment je le souhaite pas pour leurs fans. Mais actuellement, ouais, je dirais les Pelicans. Ok, Madiane, du coup, comment tu comptes répondre à cette question? J'ai une idée de réponse. En fait, il y a un truc que j'aimerais bien. J'aimerais bien quand même que les Knicks fonctionnent un jour pendant que je regarde la NBA à fond. Parce que ça me motiverait peut-être à aller faire une série de playoffs au Madison Square Garden, d'aller voyager pile à ce moment-là et essayer de vivre une belle expérience parce que la salle est quand même bien. J'imagine une belle ambiance de playoffs avec une vraie équipe, pas celle qui y allait il y a peu de temps, mais vraiment une belle équipe qui aurait peut-être de l'ambition, aller voir un premier ou un deuxième tour de playoff au Madison Square Garden. Donc moi j'ai un souhait, c'est qu'un jour les Knicks fonctionnent et que je sois toujours autant féru de NBA, comme ça je peux aller voir, parce que ça donne pas envie en vrai. Et c'est dommage en fait, on perd quelque chose, on perd un potentiel avec cette équipe qui est juste nulle et c'est pas intéressant. Le projet Kemba Walker et Evan Fournier avance bien. Franchement, ça dans pas longtemps ça va le faire. Tom, on passe sur la vanne, enchaîne. C'est quoi après Memphis? Moi, je dirais c'est Miami, le Miami de Jimmy Butler. J'aime beaucoup regarder cette équipe-là. Très bien, ça me va. Réponse concise de Tom, parce qu'on en profite pour le podcast. Mince, du coup, c'est à moi derrière. Alors moi, je sais pas, je pense que je déteste tout le monde à part les Bulls. Mais est-ce que dans le fond, tu détestes pas aussi un peu les Bulls avec ce qu'ils proposent actuellement? C'est pas faux, ça. Effectivement, constant bonne remarque, en effet. Non, mais du coup, ouais, je pense que je vais répondre la même chose que Tom. En fait, c'est parce que Jimmy Butler. Mais Miami, ça m'embête quand même parce qu'il y a pendant quelques moments, j'en avais marre de Miami. Donc ouais, là actuellement, je vais dire Jimmy Butler, voilà, pour répondre à la question. Mais en vrai, j'en ai pas vraiment de seconde. Ça varie, voilà, selon les joueurs, selon les années, etc. Un peu comme disait Elias, il y a des circonstances. Il y a un joueur que t'aimes bien, tu vas te mettre à regarder les matchs. Mais par exemple, j'aime beaucoup Luka, mais je pourrais pas te dire que je suis fan des Mavs. Ça n'arrivera pas. Donc, donc voilà pour ma réponse. Amine, je sais pas ce que tu veux répondre toi. Ouais, historiquement, je vais faire plaisir à Ilias. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les Pistons. Je sais pas, j'ai toujours aimé le combat qu'a mené cette équipe, toute cette identité, la ville. Il y a quelque chose un peu autour de Détroit qui me plaît beaucoup.
Et cette année là, depuis un petit peu l'année dernière, jamais j'ai bien aimé cette équipe, mais là j'aime bien les Cavs et je les regarde beaucoup parce que j'aime bien comment ils sont organisés autour de Garland, Mobley, l'arrivée de Mitchell maintenant, j'aime bien. Voilà. Ben, Je vais l'interpréter autrement que Madiane. L'équipe pour laquelle je me suis rapproché le plus du supporterisme, et c'est assurément les Sixers de 2019, troisième ration de Jimmy Butler. Quand Jimmy Butler arrive, parce que j'adore Jimmy Butler, j'adorais, imparfait, Ben Simmons. À l'époque, un prospect que je surkiffais, et c'était Embiid, et pour moi, c'était une équipe qui était, le basket proposé était pas toujours incroyable, mais il y avait trop d'individualité que j'adorais. Donc, du coup, pour moi, quand Gabin remonte dans le temps, pour revoir cette série-là, moi, je bloque la machine. Je le laisse en 2019, il revient pas. Parce que c'est vraiment une série que j'avais pas super appréciée, parce que c'était une équipe que j'appréciais vraiment, vraiment beaucoup. Tu peux pas nous parler pour ton amour d'Atlanta, Ben? Atlanta. C'est autre chose. Ah, je coupe court aux digressions. Constant, vas-y. Non, moi je vais rendre à Elias ce qui appartient à Elias. Historiquement, c'est clairement Détroit. Hormis les Raptors de 2019, je crois que c'est l'équipe qui fait le back-to-back et l'équipe de 2004, c'est la seule franchise à pas avoir de MVP de saison régulière dans son effectif, si je dis pas de bêtises, de toutes les équipes titrées. Donc voilà, ce côté hyper collectif, hyper défensif, moi ça me parle à mort. Je l'ai déjà dit dans la conversation, mais moi quand j'ai des coups de moins bien, je mate ce Game 5 des finales 2004 parce que voir les Lakers se prendre 35 pions par Rip Hamilton et Tayshaun Prince, moi ça me fait toujours marrer. Et sinon actuellement, on en parlait tout à l'heure, les Kings ils me font plaisir. Hein. Je trouve qu'il y a cette espèce de côté basket champagne là sur ce début de saison. Déjà moi j'y croyais un petit peu avec la draft de Keegan Murray. Du coup je suis un peu content de voir qu'ils répondent à mes attentes. Là ouais, je prends vraiment du plaisir à avoir joué ces Kings parce que Mike Brown, pourtant, on sait ce qui s'est passé quand il a coaché du côté de Los Angeles. C'était pas forcément le meilleur coach de la planète, mais là, il arrive à faire des trucs qui marchent bien. Kevin Huerter, même tout ce qu'il y a à côté avec Light the Beam, à chaque fois qu'il y a une victoire au-dessus de l'arène, je trouve qu'il y a un côté sympathique chez ces Kings et vraiment, je prends du plaisir à les regarder jouer. Ouais, c'est vrai. Tu es convaincant. Et c'est vrai que l'histoire et tout, on en parlait, l'équipe des Kings aussi de PIA et compagnie avait une cote de sympathie assez élevée. Et du coup, Gabin, répond à ta propre question. Quelle équipe des États-Unis tient ton cœur? En fait, sans surprise, c'est les Clippers. Parce que en gros, l'année dernière, j'ai pu faire un semestre entier à côté de Los Angeles. Et je suis allé voir, je crois, 10 matchs au total des Clippers. Puis de ça, j'ai rencontré Batum. Je crois que c'était mon meilleur moment de tout mon voyage. Voilà, Nicolas, si t'écoutes le podcast, encore merci, j'espère. Et donc en fait c'est bien parce que j'ai mon équipe de cœur Toronto et l'équipe dans l'autre conférence que j'aime bien, c'est les Clippers à l'Ouest. Parfait, comme ça il peut faire un petit tour. La parole pour la prochaine question est à Elias. Alors, messieurs, cette question finalement. Elle s'adresse surtout elle peut s'adresser aux fans d'équipe, mais peut-être qu'ils vont aller choisir un événement, on va dire en dehors du côté affectif. Moi, je voulais vous poser cette question. Quel serait le joueur drafté, l'événement dans un match, une action qui finalement vous a un petit peu traumatisé lors finalement de toutes ces années sur le plan basket et que si vous pouviez, on va réutiliser la machine de Ben en essayant de la faire fonctionner correctement, essayer de modifier, on va dire, une petite chose dans l'histoire qui peut-être pourrait effacer un mauvais souvenir chez vous. J'ai ma réponse, mais c'est à Badiane. Vas-y, Badiane. Ouais, c'est pas un mauvais souvenir pour moi, mais c'est un côté basket injuste. Que je n'ai pas apprécié, c'est le 0.4 de Derek Fisher. Parce que l'action de Duncan avant est magistrale. C'est des Lakers survitaminés, un peu abusés. Et le fait qu'on nous prive d'un des game winners les plus iconiques de Duncan sur la tête du Shaq, magnifique pour un joueur qui a une immense carrière, par un 0.4 où c'est juste de la chante et à jeter le ballon et le chrono a même pas démarré dans les bons temps, ça me saoule. Parce que 0.4, il a pas eu le temps de shooter. Si les chronos sont bien faits, cette action n'existe pas. Si tu dois parler de maîtrise, Madiane,
Duncan, il est en train de tomber un peu à la renverse s'il lâche aussi le ballon. Ouais, mais non, mais évidemment, mais c'est iconique. Ça aurait été iconique pour un joueur incroyable. Iconique. Et en vrai, ça me saoule du coup qu'il y ait ce truc-là juste après parce que Duncan aurait mérité cette action. Il l'a mérité. Et du coup, en parlant de Duncan, j'aurais aimé que le quadruple double soit comptabilisé contre les Nets. Ça, je suis désolé, il le méritait aussi. Sa performance est immense. Les regrets côté Tom, du coup? Moi, le truc que je trouve une injustice, c'est le Robert Horry sur Steve Nash. Ah oui. Ah là là. Ah oui, horrible. Je trouve que c'est une injustice totale. J'aurais bien aimé que ce soit différent. Franchement, les mecs qui se lèvent du banc, enfin. Oui, la suspension de Dio et compagnie sur le banc. Parmi les suspendus, il y a Boris Dio, quoi. Oui. Alors qu'on sait que pertinemment, le mec, il se lève pas pour aller en découdre, quoi. Pas trop le genre de la maison. Vraiment le truc. C'est vraiment, je pense, le truc. S'il y avait un truc à changer pour moi, ça aurait été ça. Très bien. On est toujours dans l'histoire du basket. Du coup, c'est à moi. Alors, bon, j'en parlais tout à l'heure rapidement, mais il y a quand même le vol des Kings par la NBA, effectivement. Mais en tant que supporter d'équipe, il y avait plus de time-out quand David Blatt a demandé ce time-out donc c'était la finale de conférence, ça devait être le Game 4 en 2016 et si on gagne, on est à 3-1 et après buzzer beater, ouais. Voilà. C'est 2015 Adrien, c'est 2015 oui, pardon. 2015 et donc oui, bon, ça peut-être que ça ne change pas la finalité de la série, mais je n'en démordrai jamais. Je m'en fous, il y avait un monde. S'il est call, s'il y a technical, voilà, on est tranquille derrière, on est à 3-1 et il y a overtime, le résultat peut être différent. Parce qu'il y a égalité aussi. En fait, il y a égalité à ce moment-là. Je pensais que t'allais parler de la série face à Boston où vous menez 2-0, Rondo se blesse et vous perdez les 4 matchs de suite. Oui, alors après, si on fait la liste de tous les échecs des Bulls ces dernières années de la génération d'Eric Rose, post-Eric Rose, on peut faire long. Voilà, j'ai décidé de rester sur Blatt parce que c'est celui qui me reste le plus en tête, mais effectivement, il y a celui-là. Mais c'est plus celui de 2015 parce que c'est l'équipe avec Derrick Rose, autour de Derrick Rose, et il y a plus d'affect à ce moment-là sur celle-là. Donc voilà, pour mon injustice à moi. Amine, je t'en prie. Bah moi, il y a une réponse facile. On en a déjà parlé 2 fois aujourd'hui. Donc 2019, moi, je souffle un peu sur le ballon pour qu'il ne rentre pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était vraiment une belle équipe. Moi, comme l'a dit Ben tout à l'heure, il y avait une équipe qui tournait extrêmement bien, sachant que le spacing se résumait à JJ Redick et Tobias Harris. Donc c'est la preuve que elle était très forte. Elle était très forte en dehors de ça. C'est probablement la meilleure version de Ben Simmons parce qu'il était soulagé par Butler à la création. Donc oui, j'aurais aimé voir cette équipe aller un peu plus loin. En plus, avec les blessures des Warriors derrière, on aurait pu imaginer que ça aurait pu aller au bout. Mais bon, si j'avais pu avoir vraiment un pouvoir important, j'aurais peut-être essayé d'empêcher les blessures de Penny Hardaway pour voir un peu plus ce joueur et peu plus longtemps ce joueur sur un terrain de basketball. Si on se lance dans les blessures de joueurs, on va pouvoir faire une petite liste, mais on pourra en reparler plus tard. On va voir parce qu'il y aura peut-être d'autres réponses de ce calibre-là. Ben, qu'est-ce que tu changerais, toi? Quelle injustice? Alors, 2 choses. C'est pas vraiment une injustice, mais j'aurais offert des meilleurs coéquipiers à Prime Dwight Howard parce que oui, Jameer Nelson, il était All-Star, oui, mais c'est bon, arrêtez. Donc ça, déjà de base, j'aurais fait ça. C'est pas du tout une injustice, mais moi, j'aurais aimé voir parce qu'il y a cette petite frustration quand on a un peu de ma génération, c'est qu'on n'a jamais vu vraiment à leur prime installer LeBron et KD en finale. Donc en fait, en 2016, je change un peu, je sais pas, je fais glisser quelques chaussures et je permets au Thunder d'aller en finale contre les Cavs. Et alors oui, ça change complètement l'histoire du monde entier de la NBA, mais au moins je vois KD avec Westbrook en finale vraiment installé à leur prime contre LeBron en fait. Et ça, c'est un truc que j'aurais vraiment aimé voir. Game 6 clé. J'imagine que Constant, tu pourrais avoir ce type de réponse. Je sais pas ce que tu veux. Ouais, mais c'était même pas ça que j'allais choisir. C'est dans le basket injuste, mais sur le côté effet papillon. En fait, si on était en 2022 et que Ron Artest s'était fait exclure à vie pour avoir tabassé des fans du côté de Détroit, qu'est-ce qui se passe en 2010? Parce que contre les Suns, le Game 6, Kobe envoie une brique. Non, Game 5, pardon.
Kobe envoie une brique dégueulasse et t'as Meta World Peace qui passe sous panique, qui fait oh tiens le ballon, bah je vais le mettre dedans. Et qu'est-ce qui se passe au Game 7 si t'as pas Meta World Peace qui vient sauver une performance dégueulasse encore de Kobe et Pau-Gasol qui aurait dû être MVP des finales en 2010 largement. Et si Meta World Peace met pas ce tir à 3 points qui tue complètement la série, qu'est-ce qui se passe en fait si Meta World Peace avait été exclu à vie, comme je pense ça aurait été le cas en 2022? Peut-être que les Suns auraient une bague, peut-être que le trio KG, Garnett, Ray Allen en aurait eu 2. Pour moi, c'est du côté basket injuste, mais un peu plus sur les décisions à long terme. Ouais, je vois ça se défend. Ça aussi, on pourrait en faire un sacré tour de ce type de changement. Et Ilias, toi, t'avais quelque chose en tête quand t'as posé cette question? Alors, c'est pas vraiment une... Ah mais non, il y avait Gabin, je t'ai oublié Gabin, excuse-moi. Ouais, je vais regarder l'ordre alphabétique. Décidément, ce soir, c'est compliqué pour tout le monde. Vas-y, Gabin. Pas de souci. Celle-là, elle est pour toi, Adrien. J'aurais aimé que Derrick Rose ne se blesse jamais. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à suivre la NBA, avant de regarder des matchs, j'ai regardé plein de vidéos de Westbrook et de Derrick Rose. Je crois que Derrick Rose, c'est le joueur que j'ai plus regardé. Et finalement, en fait, quand j'ai commencé à suivre la NBA, bah, il était déjà cassé et j'aurais jamais connu Prime Derrick Rose et il a jamais atteint son plein potentiel. Et en plus, il y a une histoire très triste qui va tous vous briser le cœur qui m'est arrivée. En fait, j'ai voulu m'acheter un maillot de Derrick Rose. Je vais à Intersport et il est en réduction. Moins 50% bradé, quoi. Je me dis, mais c'est génial. Donc, je m'achète le maillot iconique numéro 1 rouge des Bulls. Et en fait, c'était le lendemain de son transfert. Oh, sauf que le vendeur d'Intersport, il a pas pensé à me le dire, ça. Ouais, et donc, vous imaginez à l'entraînement quand tout le monde m'a dit, putain, il est périmé ton maillot et tous les jours la même blague. Donc voilà, ça, c'est une injustice, ça. Ah, le terme agroalimentaire et tout, quoi. Mais bah, vas-y, du coup, il y a cette fois. Moi, c'est pas vraiment une injustice, hein, parce que ça fait partie, on va dire, des déboires de ce sport, mais vu comment ça avait été engagé dans le match 1 avant sa blessure, je vais pas remonter jusqu'à ce qui a pu se passer au premier tour avec la clé de bras d'Olynyk, mais j'aurais vraiment aimé voir les Cavs de 2015 finir leur série au moins avec Kyrie. Ouais. Parce que je me suis dit que si LeBron était capable, après 3 matchs, de faire ce qu'il a fait avec pour lieutenant Mathieu Dellavedova, j'aurais aimé voir en fait ce qu'aurait pu être cette finale, parce que la configuration qu'on a finalement sur la fin de la série en 2016, t'avais l'impression en fait qu'un peu inversé, LeBron et Kyrie étaient partis sur cette, on va dire, dynamique-là face à des Warriors qui finalement était là, même en tant que favori, était là pour la première fois à ce stage, à cet étage, on va dire, de la compétition, et sans véritablement garantir qu'ils allaient aller au bout. Je pense qu'on aurait pu avoir finalement une finale plus disputée, mais en même temps, je me dis, si les Cavs de 2015 vont au bout et gagnent, est-ce que ils ont le mordant et l'appétit qu'ils ont en 2016 pour faire finalement l'exploit qu'ils ont réussi à faire? Et après, si je peux m'accorder juste un petit bonus, par rapport à ce qu'ils étaient en train de construire, et parce que c'est quelque chose, c'est un peu une arlésienne chez moi depuis que j'interviens chez Dunk Hebdo, je reste persuadé, et ça va recouper avec ce que disait Ben tout à l'heure, je reste persuadé que si Kevin Durant n'est pas tradé aux Warriors, le Thunder a minimum un titre. Voilà. J'ai tapé une grosse barre, je croyais que t'allais dire qu'il n'y avait pas faute sur Donnarumma. Il n'y a pas faute sur Donnarumma, ouais. J'étais sur le point de le dire. Si, il va le dire, c'est non. Il n'y a pas faute sur Karim non plus. Hein. Et il y a pénalty sur Nilmar. Voilà, comme ça on aura fait ça pour tout le monde. Ça oui. Il y a Matvata. Oui, bon, moi je qu'il y aille après Kevin Durant, tu vois, je sais pas comment il aurait pu faire. On bouge un peu les astres. De toute façon, on fait un peu ce qu'on veut en NBA. Mais non, mais je veux dire, je pense que vraiment, si Kevin Durant était resté, ils allaient prendre un titre. Cette équipe était construite. En plus, on n'était pas encore dans le full spacing. Ils avaient encore la capacité physiquement d'aller casser des gueules en playoff. Et voilà, c'est juste dommage pour Constant. Voilà. Voilà pour les questions, la question what if. Madiane, du coup, c'est à ton tour. Alors, attention, question historique. Vous prenez un joueur drafté et formé avant les années 90 et vous l'importez en 2022, avec une formation dans les installations de la NBA moderne et du système actuel.
et vous le faites jouer dans notre époque. Qui Faut vous réfléchir prenez? vite, c'est dur. Drafté avant les années 90? Ouais. Donc je laisse du choix Donc, quand même. Donc Michael Jordan, Jordan mais à part Michael Jordan. Jordan Ouais, voilà. Allez, sinon, Bah, Larry c'est toi, Bird. comme c'est à Jordan toi ou Larry de répondre, donc vas-y. Moi, j'aurais dit Michael Jordan ou Larry Bird. Ouais, c'est les plus les plus évidents. Hein. Ça s'entend clairement. Michael Jordan avec un shoot à 3 points, quoi, finalement. Moi, franchement, je sais pas, mais c'est tout. De toute façon, on va citer les mêmes. Après, du coup, c'est Magic, c'est Karim, c'est tous les mecs qui étaient déjà forts dans une NBA plus formatée, qui avaient déjà des skills plus développés que les autres. Si tu te dis que potentiellement ils peuvent avoir d'autres skills plus modernes entre guillemets et les tester dans du positionless, ouais, t'as envie. Ça, même Isaiah Thomas, en vrai, tu vois, le handle de Isaiah Thomas dans la NBA d'aujourd'hui, c'est sale, hein. Après, Magic en 2022, c'est un peu Ben Simmons, hein. Il n'y a pas besoin de le... Oh non, On peut le sortir de la conversation. Là, par contre, on faut le le sort. piquer, là. C'est le même, Attends. c'est le même. Qu'est-ce Bah, qu'il Ben, nous je crois sort, là? que tu admines. C'est à moi. J'ai une réponse originale. Vas-y, Amine, Ralph bah, Sampson. Ralph Sampson. Grave. Parce Mmh. que Ouf. peut-être qu'il serait pas blessé autant, en tout cas, et peut-être que c'était lui, Victor Wembanyama déjà en fait à l'époque en fait, tout simplement. C'est pas mal. Du coup, Ben, est-ce que t'as une réponse originale, toi? Magic, tout simplement. Magic. J'ai déjà donné la réponse. Ouais, bah ça semble évident. Constant, t'en as en tête, toi? Moi, je vais prendre le copain de Ralph Sampson, je vais prendre Hakeem Olajuwon. Parce que, J'hésitais. Parce que, on se touche sur Joel Embiid. Tu mets Hakeem Olajuwon en 2022, Joel Embiid, il est moins connu et il est moins félicité pour sa capacité à être dominant au poste. C'est vraiment Hakeem, il avait déjà 15 ans d'avance en termes de skill set sur tout le monde quand il est arrivé. Tu le mets avec une formation de 2022, là pour le coup, oui, je pense qu'il te développe un tir à 3 points lui pour le coup, et fiable. C'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec toi. Pourtant, Et peut-être Arvidas Joël, Sabonis je suis d'accord aussi, qui est arrivé trop tard en NBA, mais Arvidas avec une formation 2022, oula. Ça s'entend tout à fait. Donc après Constant, Gabin, cette fois-ci, je t'oublie pas. Attention Attention à ce que tu vas dire parce que maintenant t'as un avertissement quand même. Là, tout le monde va être d'accord. Le docteur Julie Serving, pour voir ses dunks en HD, en fait. C'est une bonne réponse. C'est une autre façon. C'est pas sur le skill set, c'est sur le fait d'avoir des images. D'avoir des images. C'est vrai qu'il y a aussi du coup un nom qu'on n'a pas cité, mais Ilias, je t'en prie, à toi. Du coup, Amine et Constant m'ont un peu piqué Hakeem Olajuwon, mais du coup, finalement, j'allais le mettre dans un panier de joueurs auquel appartient aussi David Robinson, parce que lui et Hakeem Olajuwon étaient finalement un peu plus mobiles que Pat Ewing, que j'intègre pas forcément à cette équation, plus lourd, plus dans l'impact, plus près du cercle, là où tu vois, j'imagine facilement en fait dans la NBA d'aujourd'hui, des joueurs comme Robinson et comme Olajuwon développer un tir à 3 points, sachant qu'ils étaient déjà excellents à 4-5 mètres à une époque où finalement les pivots savaient pas trop faire ça. Eux, c'était vraiment des armes absolues dans les années 90. Après, tu as le côté protection de cercle des deux qui est absolument incroyable. Et tu as une dernière chose concernant Hakeem, c'est on n'a jamais vu un footwork pareil, quoi. Embiid en est un héritier. Mais je vous propose, enfin ça existe, hein, il suffit d'aller se balader un peu sur YouTube, aller regarder un petit peu le footwork d'Hakeem Olajuwon. Il était capable, malgré le physique dont il disposait, de se jouer en fait comme si c'était des marionnettes de ses vis-à-vis en fait. Il avait juste à jouer sur ses fondamentaux et c'était fini. Notamment Robinson. Absolument. Voilà. C'est ça. Parce que si vous voulez voir une des plus grandes humiliations, ouais. Si vous voulez voir du footwork, vous tapez juste Hakeem Olajuwon vs Robinson 95. Là, en termes de footwork, vous voyez bien qu'il est capable. Terrifiant. Terrifiant. Heureusement qu'il a eu Duncan, lui. MVP Robinson cette année-là en plus. Hein. Fait ça au MVP. Ouais, c'est bien rendu. Ils sont pas mal nos historiens chez Duck Hebdo. Vas-y Constant, je t'en prie, pardon. Robinson, moi j'y ai pensé, mais en fait, dans son approche, notamment en termes de musculature et de nutrition, il était déjà dans une optique 2022 en fait. Du coup, je sais pas ce qu'il pourrait apporter en plus, en tout cas physiquement, de le mettre en 2022, tellement dans l'entretien de son corps, il était déjà dans nos standards de l'époque, quoi, actuellement. Absolument. Sinon, les gars, il y a aussi une réponse un peu facile, hein, tu sais, dans cette espèce d'air aux ailiers. Un joueur comme Scottie Pippen, ce serait terrifiant aujourd'hui. Hein. Ouais.
Par évidemment. contre, personne n'a nommé Karim Abdul-Jabbar. Si, je l'ai cité tout à l'heure quand j'ai dit Karim. Oui, ok. Si, pardon. Si, il y a Karim. Mais sinon, dans le type de pivot, il y a Wilt, évidemment, comme tout le monde. On pourrait parler de Wilt, où on sait pas vraiment à quel point, parce qu'il dominait une ligue de. Il y a une photo de Wilt et Shaq. J'invite les auditeurs à les regarder et à se poser des questions sur Wilt en 2022. Bah, la photo Wilt et Shaq, je l'ai vue, ça me fait un truc. Wilt avec MeToo, je suis pas sûr que tu vois ça tienne longtemps. Oh. Voilà. Elles étaient consentantes, je pense. Moi, c'était 20 000, mais consentantes. Écoutez, c'est un autre sujet un terrain sur lequel nous n'irons pas. Madiane, t'avais justement une réponse, toi, à ta propre question. Ouais, Pete Maravich. Pete Maravich formé avec les standards actuels. Ce serait, à mon avis, incroyable parce que déjà pour l'époque, il y a du handle et je sais pas, bien formé avec ce qu'il faut, etc. Qu'est-ce que ça aurait donné? Parce que déjà à l'époque, il était en avance et du coup, je me dis qu'il doit avoir un talent de base sur lequel, si on l'avait exploité, ça aurait pu donner un très beau joueur à regarder. Bah, il était déjà beau à regarder à l'époque. Est-ce qu'un des enfants de Pete Maravich, c'est pas la Melo Ball? C'est Trae Young. Voilà. On va laisser le flou là-dessus. Alan n'est pas là pour rebondir sur Trae Young. On peut le sortir là. Il y a eu Magic, il y a eu ça. Non, ça c'est Gabin Magic. Non, c'était Gabin. Il y a un carton pour Gabin qui est même orange chez Gabin. Celui de Constant, il est jaune clair, ça va. Il est jaune pâle, ça va. C'est ok. C'est ok. Du coup, pour terminer sur les questions basket, après on aura un quiz basket, puis on fera peut-être une petite pause avant une deuxième partie. Dernière question basket, elle est pour toi, Tom. Tu es le dernier par ordre alphabétique. Quelle question tu veux poser? Du coup, quand vous regardez les matchs, c'est quoi l'action offensive qui vous frustre le plus? Donc l'action offensive, hein, on est bien d'accord? Oui. C'est le fait. Alors on pourrait parler des moving screens, mais en fait je vais parler des écrans des joueurs américains de manière globale qui ne savent pas poser un écran. Alors c'est un truc ridicule, c'est un truc de, encore une fois je suis un vieux con, Constant, salut. Mais genre vraiment, ça me tue cette manie de poser des écrans vraiment, mais de ne pas les poser en fait, de faire semblant de les poser et qu'en plus la plupart du temps les défenses les acceptent les switches beaucoup trop facilement en saison régulière. C'est un truc c'est une espèce de il y a plein d'autres choses, on pourrait parler de plein d'autres règles, de toute façon vous allez pouvoir répondre à cette question, mais pour moi ça, de manière générale, les écrans et toutes les interactions autour des écrans en NBA me fatiguent. Voilà pour ma réponse. Amine, du coup, c'est toi pour le prochain. Je vais rester dans le truc un peu des règles et je vais parler du demi-pas en fait, du premier demi-pas et surtout quand t'as joué au basket en club, c'est vraiment difficile à regarder en fait. Comme tu joues en Europe, en Europe, quand tu fais un pas et demi déjà, on te sait pas loin si on te siffle marcher et les 4 pas parfois des joueurs NBA, c'est compliqué. Ouais. Le gather step, c'est vrai que pour les vieux, c'est quelque chose. Ben, qu'est-ce qui te frustre toi offensivement donc? Fin de match, les équipes, notamment qui amorcent leur système beaucoup trop tard en fait. Sur des fins de match, il y a des actions qui démarrent. Les équipes, elles commencent à démarrer ou à mettre en place leur système à 8 ou 9 secondes avant la fin. Et je répéterai, c'est Van Gundy qui dit souvent ça à la télé, get into your stuff quicker. Ils le font pas assez vite. Et ça m'énerve beaucoup sur des fins de match serrées où les équipes maîtrisent très mal ces temps-là, en fait. Je pense que c'est à mettre sur le crédit du manque d'entraînement. Et je pense que c'est du situational basketball qui doivent pas bosser parfois. Ou en tout cas, des situations, ils sont pas, mais moi, ça m'énerve sur des fins de match serrées de play-off. Je trouve que les équipes ça ne va pas assez vite et très souvent, ça se finit mal. Enfin, le fait est qu'on a des talents NBA qui permettent de cacher ça, mais que sur une fin de match serrée, tu finisses par une vieille ISO claquée qui finit par un shoot à 8 mètres, je trouve pas ça acceptable, en fait, très souvent. Mais je pense que c'est très américain, moi, ça, c'est de privilégier le buzzer beater au potentiel rebond offensif et seconde chance en te laissant en plus quelques secondes si tu vas plus vite. Et c'est dans la même idée de pas faire faute quand t'es à +3. Pour moi, c'est la même idée qui est défensivement, du coup. Ce qui est bête de l'autre côté, c'est que c'est une ligue où on cherche les mismatchs en playoff. Donc, donne-moi 2 écrans et donne-moi le moins bon défenseur. Pourquoi, en plus, tu veux cette espèce de duel de gladiateurs avec le meilleur défenseur en face sur toi? Enfin, bref, c'est un truc qui m'énerve. Le storytelling, la mentalité playground. Mais oui. Ouais. T'inquiète, ça. Bon, en tout cas, on a senti que ça venait du cœur pour Ben. Constant, tiens, t'as pris la parole, c'est pour toi la réponse d'après. Ouais, je suis dissipé, je suis plus dissipé que vous.
Non, moi j'en ai deux. Ben vient de me faire penser à un truc. Donc, le premier, c'est les mecs qui shootent à 3 points dans le corner alors qu'il n'y a pas de défenseur entre eux et le panier. Ça c'est un truc de vieux con. Ça, c'est typiquement un truc. C'est un truc de vieux con. C'est quand tu vois que t'as personne entre toi et le panier, que t'es dans un 3 points, enfin que t'es dans un corner, va dunker ça. Je m'en fous. Je sais que c'est contraire aux règles de la NBA de 2022, mais là pour le coup, t'as 2 points gratuits. Pourquoi tu vas prendre le risque d'avoir une chance sur 3 de réussir ton 3 points alors que t'as 2 points gratuits? Et le deuxième truc, c'est les coachs qui prennent pas temps mort sur les dernières actions. Ça me frustre à un point. Pour moi, il y a très peu de. Je sais qu'on peut me dire, ça peut dépendre des situations, la défense peut se repositionner. Pour moi, il y a 9 fois sur 10, tu dois prendre un temps mort dans ces dernières possessions parce que tu vois, ça rejoint un peu ce que dit Ben. Quand tu laisses les joueurs improviser, très souvent, ça donne un tir, un step back à mi-distance ou à 3 points alors qu'il reste 3 secondes sur l'horloge et un système qui est lancé au bout de 6 secondes. Pour moi, les coachs, ils servent bien évidemment pour plein de choses, mais là où ils servent le plus, c'est dans une fin de match tendue, prendre temps mort, dire les gars, calmez-vous, on va designer ça et ça va bien se passer. Et ça devient de plus en plus monnaie courante, les coachs qui ne prennent pas temps mort sur la dernière possession. C'est là qu'on voit nos réflexions de bons vieux Européens sur cette question. Gabin, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te frustre aussi? Ouais, je dirais les shoots du logo alors qu'il reste du temps sur le chrono. Parce qu'en fait, c'est bien de vivre pour les caméras, mais la plupart du temps, ça rentre pas. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que sur Instagram, on voit que les tirs qui rentrent forcément. Et donc, tout le monde trouve ça stylé, alors que quand tu regardes ça en live, c'est fatigant. Et LeBron, par exemple, c'est l'expert. Quand il va mettre un shoot de très loin, il va en retenter 2-3 derrière et il est foiré. Tout le temps. Trae Young aussi, l'expert. Hein. Ah, Trae Young, ouais, c'est le spécialiste, lui. Hein. Mais c'est, en fait, à la limite, un shoot où il reste pas beaucoup de temps, tu t'es fait piéger, tu le tentes. S'il rentre, tant mieux. Mais quand il reste du temps, on fait un truc, c'est débile. Moi, si je suis coach d'une équipe et qu'on me fait ça, mais Non, mais après, il y a des égos, tu peux pas laisser sur le banc, mais tu prends une rouste, hein. Ouais, si c'était LeBron, c'est lui qui m'engueule, je crois. C'est une autre problématique, en effet. Ilias, est-ce que tu es aussi de la team vieux con ou pas? Un peu, sur ma deuxième intervention, mais dans un premier temps, peut-être, à force de voir jouer certaines équipes, encore un exemple, enfin les Lakers, par exemple, de cette année, c'est la disparition dans certaines équipes avec des joueurs peut-être un peu trop prépondérants. On peut en revenir et se référer un peu à nos épisodes aussi sur l'héliocentrisme. C'est un peu la disparition, alors que ça le nécessiterait, du jeu off-ball de manière générale, du peu d'utilisation aussi dans les écrans au niveau de la ligne de fond. Tu vois de moins en moins de joueurs utiliser des écrans, c'est-à-dire que on est dans la perpétuelle recherche soit de l'ISO ou du jeu en 1 contre 1. Donc ça, c'est une première chose qui me frustre. Et la petite disparition, hormis chez certains joueurs, notamment comme Westbrook qui l'utilise encore un petit peu, mais du bank shot qui était cher à Duncan. T'as des joueurs qui vont se retrouver à 45 degrés et qui c'est un des b.a.-ba du basket, c'est un shoot facile. C'est aussi pour ça, par exemple, que j'aime bien un joueur comme Giannis sur cet aspect-là, c'est que on en fait des tonnes, tu vois, sur l'esthétisme et autres. Pour moi, il n'y a rien de tel que finalement d'arriver à un contexte où tu vas mettre les paniers les plus simples. Quand tu es à 45 degrés, essaye d'utiliser la planche. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on apprend à nos gamins, à nos gamines en poussin, en minime, etc. Voilà, la disparition du bank shot. Voilà. Ah non, mais après les bank shots de Westbrook, je pense pas à ceux qui ont. Non, mais tu vois, le problème, c'est que c'est comme pour ceux de Gabin, c'est-à-dire qu'on montre bien souvent que ce qui est rentré du logo, mais malheureusement pour Westbrook, on fait que des compiles de ses briques. C'est aussi ça le problème. Il y a des compiles de 5 minutes. Ah, c'est horrible. Vaut mieux les tenter que de pas les tenter. Mais c'est pas que des shoots avec la planche, hein. Ça dépend lesquels. Mais bref, c'est pas le sujet encore une fois. Mais on sentait que ça te tenait à cœur, Ilias. Il y avait la voix qui montait. On sentait qu'il y avait quelque chose autour du bank shot. Madiane, du coup, à ton tour. Moi, un des trucs qui me saoule le plus, c'est notamment en début de match, les mecs qui tirent tout seuls sans avoir fait une seule passe après avoir remonté la balle du terrain, alors qu'il reste 16 secondes sur l'horloge. Je serais coach, j'aurais envie de les étriper. Parce qu'en fait, ça tue le jeu collectif de l'équipe. Non, mais c'est important en fait de faire toucher la balle à ses coéquipiers, de les mettre en confiance. Enfin, un mec en fait, tu peux pas compter sur un mec à rester sur son corner et
et juste toucher la balle à 2-3 fois dans le match en fait. Il faut aussi impliquer ce coéquipier dans le jeu. C'est un truc qu'a su faire par exemple les Warriors. C'est que même si c'est pas tout le temps brillant, bah mine de rien, la balle circule et je trouve ça bien. Pour moi, la symphonie du basket, c'est effectivement ces Spurs 2014 à un moment où ils étaient incroyables et me dire que je reverrai sans doute jamais ça, que il y aura des joueurs toujours trop forts qui vont tirer tout seuls et jamais partager la gonfle, ça me saoule très vite. Ce qui donne mon aversion à certains joueurs qu'on a cités plusieurs fois au cours du podcast. Voilà, les noms ne reviendront pas, mais on voit très bien de quel profil tu veux parler. Tom, du coup, est-ce que tu avais, comme tout le monde, une idée en tête quand tu as posé cette question? Quelque chose qui te frustre? Moi, généralement, c'est quand, par exemple, tu as un intérieur en fait qui est fronté au poste par un joueur plus petit et que le ballon est sur le côté et que t'as aucun joueur en fait qui vient flasher à l'intérieur pour pouvoir faire un high-low. Et le ballon reste collé, tu vois l'intérieur qui reste fronté, qui peut pas avoir la balle et finalement qui ressort de la raquette alors qu'il a une position favorable. Ça, c'est un truc ça me frustre au plus haut point. On salue Rudy Gobert, je pense qu'il va beaucoup aimer ton intervention. Tom notamment, mais c'est pas le seul, hein, c'était évidemment pour le bon mot. Alors, on a fait, j'ai oublié personne là cette fois, on est bien d'accord. Tom, c'est la fin de notre politique. Je crois qu'on est bon. On a fait le tour des questions basket. Avant de passer au hors-terrain, justement, on a un petit quiz pour cet épisode spécial Noël. Alors, je vous ai préparé un quiz. Donc évidemment, je vais. Alors, c'est très très simple. Il y a rien de très original. Je vais vous faire deviner des joueurs qu'on a peut-être un petit peu oublié, d'autres moins que d'autres. Le premier est un peu plus connu que les autres, parce que quand même, il faut y aller tout doucement. Donc des joueurs qui, grosso modo, puisque ça sort un peu de ma mémoire, ont évolué dans les années 2000-2010, hein, autour de là, en général. Et voilà, donc plusieurs indices. Au fur et à mesure, vous avez le temps, mais vous pouvez proposer des noms. Allez-y, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par un joueur qui est un pivot, un 7-footer, qui est un champion NBA. Alors déjà, intéressant à savoir. Un joueur qui en moyenne est à 12,9 points, 5,2 rebonds de moyenne, donc quelque chose d'honnête, mais il a quand même une pointe en 2006-2007 à 19,5 et 7 rebonds, donc 19,7 c'est plutôt pas mal. Il a terminé sa carrière aux Mavs avec 2 petits matchs joués en 2012, donc fin de carrière en 2012. Début de carrière en 2001, drafté par les Bulls. Tyson Chandler. Ah, Chandler. Non. Non. C'est pas Non, Chandler. il a tenu par plus les longtemps. Bulls en 4e position. On est sur un Elton pivot. Brand. Non. Non, pardon. Mais on peut être dans ce type d'idée. Il est aussi connu, et principalement, je pense, alors il y a le passage sous le maillot des Bulls, mais sous le maillot des Knicks, entre 2005 et 2010. Eddie Curry. Bien joué, Eddie Curry. Ah oui. Effectivement. J'allais dire, l'indice d'après, c'était qu'il faisait partie du trade de Carmelo Anthony, évidemment, et champion avec le Heat en 2011-2012. Voilà. Et puis, le derrière, c'est qu'il avait le nom. Je tiens à préciser que je l'ai dit avant Ben, ma bande passante, mon Wi-Fi est plus, voilà. Le mec, il a un Wi-Fi de la NASA. Attends, là, il dit tout le temps qu'il a un Wi-Fi de la NASA. Et là, Écoutez, je ne compte pas les points, je compte après pour les auditeurs. Si jamais il y a des réclamations, vous verrez avec eux. Alors, je tiens à préciser. Ah, mais moi, je me l'accorde, donc, Adrien, Ouais, aux vas-y, Ben. auditeurs, parce que les auditeurs disent toujours, hey, vous trouvez pas, là, il y a une espèce de pression d'animosité globale, tu vois, quand on te demande, t'es dedans, tu trouves pas, tu vois. Très bien. Bon voilà. Donc Eddie Curry, voilà, globalement, qui est le plus connu du lot. Je le dis pour donner un peu le. C'est le plus connu du lot. C'est Non, le non, plus sérieux connu du lot. Non. Je pense. Ah non mais Tom évidemment, Tom Constant, je sais que vous êtes plutôt à l'aise là-dessus. Ilias, Amine, vous êtes peut-être un peu plus de la génération, donc mais c'est faisable. Ils sont tous faisables et les indices sont de plus en plus simples. Eddie Curry, je finissais en disant par exemple qu'il avait le nom de famille d'une très bonne famille de tireurs, de shooters, mais que ce n'est pas sa famille à lui. Il a pas eu qui a la personne un qui parlait de son d'épices. short à un moment donné. Ça Non, va il n'a pas eu être les mêmes gènes. très dur pour moi. ah ouais, on va Ah, partir très sur horrible. les joueurs aussi obscurs que la question de Tom. Non, peut-être pas. Alors, second joueur, qui est encore un pivot, décidément. J'ai beaucoup aimé les pivots pour démarrer. 6-11. Alors, en carrière, donc on est là à 7 points et 6,5 rebonds. Donc déjà, C'est pas bon. c'est un peu Aïe, moins. aïe, aïe. C'est un champion NCAA, celui-ci, en 1998. Mais, il est drafté en 2000. Drafté en 2000 par les Hornets à la 19e place, voilà, pour les amateurs de draft. Ça peut aider. Sachant qu'en 2003-2004, il fait une saison à 13 points, 10 rebonds, 1 bloc, et qu'il est All-Star. Je l'ai. All-Star Jamal Magloire. Non. Voilà. Oh là
J'aurais dû dire le nom tout de suite. Aïe. Ah, tu l'avais en idée, Constant? Tu l'avais en tête aussi? Ah, Jamal Magloire All-Star, là, je me rappelle bien. Là. Canadien. Mais voilà. Donc, exactement, canadien. Et puis voilà. Donc, il a été All-Star un peu par un concours de circonstances, mais parce qu'il y avait les votes pour le poste de pivot à cette époque-là. Donc, il y avait devant lui, c'est Ben Wallace et Alonzo Mourning. Et il se retrouve, voilà, le troisième. Donc, Jamal Magloire. Deuxième, et là le point est pour Ilias, sans contestation possible, et je sens qu'il en est très content. Du coup, on enchaîne avec le troisième. Cette fois, c'est un meneur de jeu, un point guard qui est de 6'3", donc 1m91. C'est 8 points, 3 assists en carrière, 8.4, 3.4. Alors, il a terminé sa carrière NBA aux Pistons. Alors, décidément, ça aide peut-être un petit peu Ilias. Il a terminé aux Pistons en 2017. Mais il a été drafté, il a commencé en 2004. Par les Spurs en 28e position. Donc drafté en 2004 par les Spurs, il est champion NBA, double champion NBA même, avec les Spurs en 2005 meneur, mais 2007. Gary Neal? Ah non. Non, ce n'est pas Gary Neal. Beno Udrih. Il a également joué, bien joué Constant, incroyable. Oui, Beno. Et vous êtes beaucoup plus fort que ce que je pensais. Et oui. Il a fini à Détroit. Ah oui. Je pensais à lui ou Steve Blake, c'était, je doutais. Voilà, et donc voilà, j'allais dire qu'il a joué au Maccabi et au Milan pour vous aider un peu avant, à Ljubljana où il était formé. Voilà, un meneur slovène, voilà, c'était le petit indice. Et donc voilà, donc Beno Udrih pour le troisième, un point pour Constant. Voilà, vous voyez que c'est trouvable. On vous dit que c'est pas trouvable, mais ça va très très vite. J'ai même pas le temps de faire tous mes indices. Alors là, ça va se compliquer. Je vous préviens, les deux derniers, ça se complique un peu quand même. Donc le quatrième, c'est un ailier fort de donc poste 4. À cette époque-là, il y avait encore un poste 4, c'est sûr. 6'9", donc 2m06. C'est 8.4 rebonds en carrière. Il a terminé sa carrière NBA en 2009 aux Suns. Sachant Channing Frye? Pardon? Non, c'est pas Channing Frye. Non, c'est pas Channing Frye. Non. Plus tard, effectivement. Sachant qu'après, en 2009-2010, il est parti en Chine, au Shandong Lions. Il fait partie un peu de cette première vague de joueurs qui sont allés en Chine. Il a été drafté en 2000. Par les Vancouver Grizzlies. Ils ont été cités tout à l'heure. Donc il a été drafté en 2000, deuxième de la draft 2000 derrière Kenyon Martin, qui marque le pick 1. Non, c'est pas Swift. Ah si, c'est ça. Prénom? Stromae Swift. Stromae Swift, effectivement. L'anagramme de Stromae et de Taylor Swift. Oui, pourquoi pas en effet. Formidable. Effectivement. Et j'avais un petit bonus avec un homonyme parce qu'il y avait, est-ce que vous vous souvenez d'un autre Swift chevelu qui jouait aux Sonics, au Thunder un petit peu aussi? Bien sûr. Un rouquin absolument horrible. C'est ça. C'était Robert Swift. Robert Swift, absolument. Voilà. Ah ouais, allez voir des photos de lui, c'est digne des années 60. Les projets capillaires, voilà, je l'avais casé, je savais pas où le mettre dans cette histoire que les Stromae Swift, je dis, il faut que je parle de Robert Swift. Voilà, il est là pour le projet capillaire. Et le dernier, ce sera le plus obscur et pas forcément le plus simple forcément. Donc c'est un pivot. On revient au pivot. On en a fait beaucoup d'intérieur. Donc 7'1", donc il est assez grand, il fait 2m16. Alors c'est 3,9 points, 6,2 rebonds en carrière. Aïe. Terminé sa carrière à Milwaukee en 2013. Drafté en 2000 également. Donc on revient sur la draft de Stromae Swift et de Kenyon Martin. Drafté techniquement par les Rockets mais envoyé aux Bucks, donc il a débuté sa carrière aux Bucks. On l'a aussi vu à Atlanta, à Portland, moi c'est là où on le connaît le mieux, en tout cas c'est là où j'en ai le plus de souvenirs. Et Joe Presbilla. Waouh. C'est Joël, je crois. Ah oui. Joël Presbilla. Ah franchement, celui-là, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est vraiment celui que je pensais qu'il allait. Ah mais les Après c'est un pivot marquant à Portland, il y en a pas eu beaucoup hein. Ben oui, non, c'est d'où l'indice effectivement. J'avais mis une de ses actions les plus notables, c'est d'avoir posé ses testicules sur la tête de Ricky Rubio. Voilà, c'était le plus grand souvenir. T'as vraiment pris la pire draft all time, quoi. C'est t'as pioché dans la pire draft de l'histoire, quoi. C'est la 2000, c'est une catastrophe. Hein. Mais il y a 2000, il y a 2001 aussi qui est dramatique. Ouais, 2001, elle est 2002, c'est pas fou non plus. Mais c'est de prendre des joueurs qui étaient draftés assez haut, qui ont fait une carrière en NBA, qui ont joué une dizaine d'années et qui n'ont pas forcément, qu'on a un petit peu oublié ici et là, mais on se souvient, pour des actions plus ou moins d'éclat, j'allais dire. Stromae Swift par exemple, qui était un énorme dunker de match, quand même,
On peut rappeler ça à Beno Udrih qui a toujours rendu service. Bon, la plupart étaient quand même des joueurs corrects de Frisbee là. Je pense que c'était quand même le plus. Je milite pour des épisodes bien plus longs et fournis en quiz. Franchement, je me suis amusé. Ça a été bref, mais j'ai kiffé. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un essai. D'ailleurs, vous pouvez nous dire aussi pour les auditeurs. Hein. Voilà. Mais oui, mais il peut. Je m'adresse aux auditeurs. Vous pouvez aussi nous dire, vous, si ça vous plaît, ce type de quiz. On verra. On en fera peut-être un peu plus, que c'est pas beaucoup, c'est pas très compliqué. Il faut juste se creuser un peu le cerveau puis trouver les bons indices pour pas que ça soit trop vif. Mais voilà, on s'est essayé à ça. J'avais envie de m'essayer mais à ce quiz, petit quiz. Moi, Adrien, il est beaucoup plus dur que le tien. Le mien, il va prendre 15 minutes par rapport au tien. Ah bah, le tien est beaucoup plus dur. Mais on verra bien. Le fait pas. Bah justement, voilà, bon teaser pour la seconde partie. Nous, on va se permettre une petite pause dans l'enregistrement puisqu'on est déjà à 1h40 pour cette première partie. Et comme vous l'a dit Ben, lui, il est en pleine nuit. Enfin, ça va être très, très, très particulier. Donc déjà, merci à ceux qui nous ont tous écoutés sur cette première partie basket de l'épisode de Noël. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie hors terrain.